Mec, cette interview m'a mis sur le cul. Elle part très mal. Au début, mon invité, Charles, fait du hors-sujet. Je lui pose des questions, il répond à côté. Je comprends à peine ce qu'il me raconte. Il me balance des trucs ésotériques qui sont vraiment très très loin. Je me dis, oh là là, ça va être compliqué. J'ai l'impression que lui-même ne comprend pas trop ce que je dis. Ça part mal, tu vois, dans les 10 premières minutes. Puis, on s'est connecté vers le milieu de l'interview. C'est devenu intéressant et carrément passionnant vers la fin. Au final, c'est une des meilleures interviews que j'ai jamais eues. Vraiment. On commence l'enregistrement. Aujourd'hui, je suis avec Charles. Je vais faire une petite présentation de ta personne pour ceux de ma communauté qui ne te connaîtraient pas. Et évidemment, après, je vais te demander de te présenter toi-même. Alors, ma présentation. Charles, c'est le seul mec sur YouTube qui s'en bat encore plus les couilles que moi. Ce qui est rarissime, hein. Je veux dire, il y a des types qui cassent le tabou de l'argent, qui cassent le tabou au niveau femme, sexualité, mais généralement, ils sont même pas à ma cheville en termes de balécouillisme. Toi, Charles, t'es très loin au-dessus, t'es le seul. En fait, tu planes de manière complètement isolée dans la stratosphère de YouTube jusqu'à ce que ta chaîne se fasse sauter. Et j'ai du respect pour ça, je suis ravi, je suis très très content d'avoir une interview aujourd'hui. Ma communauté également, ils ont posé plein de questions, j'en ai sélectionné une dizaine. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une présentation peut-être un peu plus sérieuse que celle que je viens de balancer ? Non, je pense pas qu'il faut être sérieux. Parce que moi, j'ai 48 ans et quand j'étais en France, quand j'avais 35 ans, j'étais con jusqu'à 35 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, du fait de tous ces différents intervenants, toute cette palette d'intervenants, à 20-25 ans, ils savent ce que moi j'ai appris à 40. Et donc, les réseaux sociaux, je trouve ça fantastique. Mais comme toute chose fantastique, il y a forcément des biais et des conséquences négatives. Donc voilà, je trouve qu'il faut juste se distancier de tout ça. Et c'est pour ça que je me prends pas trop la tête par rapport aux réseaux sociaux, en fait, et par rapport à l'image. Alors après, je pourrais te donner une explication plus technique par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai pas construit une norme à partir d'une mère, parce que ma grand-mère était beaucoup plus âgée quand elle m'a élevé entre 0 et 5 ans. Donc j'ai appris une forme de vie qui est plus proche de celle de la tribu que de ce qu'on connaît en Occident. Et c'est une chance inouïe pour moi que cette femme, qui avait 50 ans, s'est occupée de moi entre 0 et 5 ans, parce qu'elle a modifié, mais structurellement au plus profond, ma manière de pouvoir être. Elle m'a offert une liberté inouïe par rapport aux gens qui sont élevés juste par une mère et qui peuvent pas comparer, qui sont complètement dépendants en fait de leur mère. Moi, elle m'a offert le choix, elle m'a appris qu'on pouvait avoir le choix et qu'on ne devait pas se prostituer pour de l'amour. Et donc, c'est pour ça que ma norme, elle est inexistante. Voilà, c'est l'explication technique à ta réponse, à ta question. Cool. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu de ça, c'est-à-dire que tu fasses un petit récap sur ta vie, qu'on comprenne qui t'es, que les gens qui t'écoutent se disent « Ah ok, j'écoute un mec qui a tel vécu et telle compétence ». Peut-être pas aller autant en détail sur la petite enfance tout de suite, mais que les gens aient l'essentiel avant qu'on commence l'interview, qu'ils sachent quelle autorité tu as. Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? J'ai vécu jusqu'à Tours de 0 à 17 ans. Ensuite, je me suis enfui de l'école pour aller me réfugier sur les marchés financiers très rapidement. J'ai fait 10 ans à la fois de marchés financiers et puis de médias. J'ai fait à la Tribune à l'époque des Fossés. Et puis après, j'ai fait une erreur. Disons que j'ai franchi la ligne rouge pour 50 000 € en 99, ce qui m'a valu à l'époque une sanction administrative et non pas judiciaire. Et donc après, j'étais un petit peu coincé. Mon nom était grillé. Donc, et le net est arrivé. Et donc, j'ai basculé. Ça fait 20 ans que je suis sur le net. Mais le net dans le sens large, c'est-à-dire marketing, services financiers, publishing, bien sûr, également reporting pour les marchés financiers. Mais pourquoi je m'en bats les couilles? Parce que j'ai toujours eu plusieurs métiers en même temps depuis 30 ans. En fait, je m'en bats les couilles parce que je suis multicasquette. Et que donc, du coup, j'ai la liberté de choisir. En fait, je fais que ce que j'aime aujourd'hui dans la vie. Je me suis jamais trahi pour de l'argent ou pour du pouvoir et encore moins pour la notoriété. Pour moi, la notoriété, ça vaut rien en fait. C'est juste intéressant pour changer la vie des gens et participer à à élargir le champ de conscience. Il y a que ça qui m'intéresse dans les réseaux sociaux. En fait, c'est participer pour élargir le champ de conscience de 10 000 mecs. En fait, c'est ma target. Voilà, j'essaie que 10 000 mecs me suivent et puissent évoluer grâce à mes contenus. Après, il y a une monétisation qui est certaine, mais cette monétisation a toujours représenté 50% au moins de mes revenus. Donc, même si ça s'arrête, ça s'arrête. Voilà. Je comprends très Donc, bien. en fait,
Et depuis 30 ans, donc j'ai une double carrière, trading, investissement d'un côté et une activité de média de l'autre. Média, encore une fois, ou services financiers, ou marketing, services financiers, voilà. Je fais que ça depuis 30 ans, en fait. Les marchés financiers, l'investissement, le global macro étant ma passion première. La monnaie, la valeur. Je capte. Donc, ton activité sur les réseaux sociaux, c'est pour créer autour de toi une communauté avec laquelle, à terme, tu veux interagir dans un réseau online, histoire de faire du networking, du business, j'imagine, ou tu veux interagir physiquement avec eux, ou les deux? Alors, j'ai aucune stratégie, c'est bien ce qu'on me reproche, mais enfin, en même temps, je me fais plaisir. Non, je n'ai jamais cherché à développer une communauté. Je suis resté dans l'ombre pendant 10 ans. J'ai toujours produit des auteurs pour les mettre devant, et moi, j'étais dans l'ombre pour les produire. Et en fait, j'ai démarré vraiment ma carrière d'auteur, je l'ai démarré qu'à 2-3 ans, en fait. J'existe en tant qu'auteur depuis 20 ans, mais produire les autres était aussi important pour moi que me produire moi-même. Et puis, il se trouve que depuis 3 ans, le marxisme mondial a grimpé et que comme je suis anti-marxiste, ma carrière d'auteur a explosé, en fait. En fait, avant, depuis 20 ans, moi, je voyais bien l'évolution des États, mais personne ne les voyait. Donc, du coup, ma carrière était limitée. Donc, je faisais mes petits trucs dans la finance. Et puis, grosso modo, j'avais un petit public et c'était tout. Mais en fait, en 2020, avec l'arrivée du marxisme sur le devant de la scène, j'ai explosé. Okay. J'ai explosé. J'avoue que depuis 3 ans, j'ai dû envoyer des chiffres récemment à une banque. Et j'ai vu mes chiffres. Et c'est vrai que ma carrière d'auteur a décollé en 2020. Okay. Mais je m'en suis jamais occupé, c'est-à-dire que c'est arrivé à moi, je m'en suis jamais occupé, j'ai jamais de stratégie, mes vidéos je les monte pas, je mets pas de vignettes, je fais rien de ce qui m'emmerde en fait. Parce que mon objectif premier c'est de me dire que putain, si 10 000 mecs, il y a des 1000 personnes qui ont quitté la France et qui se sont expatriées via mes contenus, j'ai 1000 témoignages de mecs qui m'ont dit je me suis barré parce que t'as planté une graine ou parce que j'ai vu tes contenus. Donc ça je me dis ça c'est bien. Et puis si je me dis maintenant l'étape suivante c'est que pendant quelques années 10 000 personnes reçoivent des contenus, élargissent leur champ de conscience, regardent le monde de manière beaucoup plus large et grimpent, pour moi, c'est super. Ça canalise un besoin que j'ai de faire monter les gens, de les développer. J'ai besoin que les gens se développent avec moi. Est-ce que tu en as besoin aussi pour tes propres intérêts? Est-ce que tu veux les rencontrer à un moment ou un autre? Est-ce que tu as espoir que parmi ces gens, il y en ait quelques-uns qui soient assez exceptionnels pour individuellement t'apporter à toi de la valeur et de la sécurité? Ou tu t'en fous, c'est complètement altruiste? Alors attention, quand je développe des gens, moi je ne crois pas du tout au communisme, à la communauté, au truc socialiste. Et tout le monde il est gentil, il est égal, il est bien et l'argent c'est mal. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner sur Terre sans l'argent, des échanges de valeurs, des échanges d'énergie. L'argent c'est de l'énergie. Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai l'impression que tu pars sur du hors-sujet. Ma question, je la reformule, c'était est-ce que tu rencontres ou tu fais du bise avec certains mecs que tu as émancipés? Je te parle pas de communisme. Je te dis juste, est-ce qu'on est certains qui arrivent à avoir assez de niveau pour que tu me demandes si c'est free ou pas. Donc non, c'est jamais free avec moi. Il y a des échanges d'argent. Par contre, est-ce que les gens vont m'apporter je pense pas qu'ils puissent faire la compétition pour une raison toute simple, c'est que depuis 20 ans maintenant, je download des informations dans le monde de l'énergie. Donc c'est pas humain, donc je reçois des trucs qui sont tellement plus puissants que ce qu'un cerveau humain peut m'apporter. C'est vrai qu'on me demande est-ce que tu as des auteurs, est-ce que tu as appris, est-ce que tu lis? Non, je lis pas, je reçois du dessus en fait. Ça descend dans mon crâne, des inspirations, des flashs. Par exemple, je peux te dire qu'au moment du réveil, chaque matin, quand tu quittes le monde du sommeil et que ta conscience n'est pas encore là, il y a une zone tampon qui dure 5 secondes, 10 secondes. Je me fais bombarder tous les matins de flashs et d'intelligence énergétique et c'est avec ça que je vis, clairement. C'est avec ça que j'apprends. On m'envoie des paquets de trucs, de modèles, de machins. Et donc, évidemment, quand un humain il arrive et je dis pas qu'Elon Musk est pas génial et je dis pas qu'il n'y a pas plein de mecs géniaux, plus géniaux que moi. Mais je pense qu'Elon Musk carbure aussi avec l'inspiration du dessus et qui carbure pas avec l'intellect. Quand on regarde Elon Musk, il est connecté. Donc, les gens qui sont connectés, ils n'ont pas vraiment besoin. Au contraire, leur job, c'est de donner aux autres. En fait. Leur job, c'est de canaliser puis d'expliquer. C'est un truc qui m'a marqué chez toi, c'est ton influence ésotérique et ton côté un peu cosmique.
Les autres personnes chez qui je le retrouve, généralement, finissent par être perchés. Ils déconnectent avec la réalité. Toi, t'es parti super loin dans l'ésotérisme et ta conclusion à la fin, c'est de revenir et dire, bon les mecs, ce qui est important, c'est de faire un max de thunes et baiser un maximum de bonasses. Et je suis putain, cool, il est parti loin, mais il est revenu aux fondamentaux. Enfin, il a pas décroché, quoi. Il est resté connecté au réel. Bah, tout simplement parce qu'ils sont complètement perchés. Hein. Moi, j'ai un trauma de naissance, donc j'essaie de résoudre avec 28 thérapeutes, chamans et tout ce que j'en ai fait. Il n'y avait jamais personne qui a rien compris à ma situation. Mais j'ai découvert un monde limité intellectuellement, vraiment limité. Et alors, j'ai compris que moi, j'abordais le monde de l'énergie via la modélisation du trading. Pour moi, les marchés financiers sont impitoyables. 98% des gens échouent. Il n'y a que 2% de gens qui gagnent. Donc, quand on survit dans un tel univers, le niveau d'exigence, de sérieux, d'honnêteté et de puissance intellectuelle est massif pour pouvoir survivre. Et donc, j'ai appliqué ce que je connaissais, les marchés financiers depuis 30 ans, sur le monde de l'énergie. Alors, évidemment, c'est le choc des cultures parce que le monde de l'énergie, ils sont tous barrés, quoi. Ça, c'est clair, ils sont tous plutôt massivement idiots, de mon point de vue. J'ai rencontré beaucoup de gens très, très intelligents dans la finance. J'ai été entouré toute ma jeunesse, j'étais formé par des super personnes. Et donc, je peux le dire aujourd'hui, entre l'univers de la finance et l'univers de la spiritualité, même si les gens dans la finance sont très fermés, sont hardcore, mais au moins il y a un niveau d'intelligence ambiant, parce que la finance est pleine d'argent, donc les gens les plus brillants vont dans la finance. C'est pour ça que je te dis que l'argent régule tout. Donc non, j'aide pas des gens à se développer pour zéro. Ah mais c'était pas la question, hein. T'es parti à côté. Si t'as cru que c'était ça ma question, non. Bah, Ma question, c'était est-ce que des fois t'as des élèves qui développent leurs valeurs personnelles à ce point que tu finis par les rencontrer. Je te fais un petit parallèle. Ah oui. Ok. Oui. Ça je le fais. Bah, c'était ça la question. Ok. Ah, j'ai pas compris, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça fait aussi partie de ta personnalité. Ce côté ésotérique ou cette nature un peu spéciale fait qu'il y a plein de fois, même dans nos discussions privées, où moi-même je comprenais pas tes questions. Ça nous est arrivé hier où je comprenais pas une de tes vidéos, où toi-même là tu viens de pas comprendre ma question. C'est un peu ta nature, tu vois. C'est compliqué des fois. Mais écoute, ça fait partie du game et c'est à nous de faire l'effort intellectuel de checker et de vérifier qu'on arrive à se comprendre. Je reviens sur un sujet basique. On t'a vu aux côtés d'une asiatique avec des gros seins. C'est la photo que j'ai partagée de toi sur mon Telegram. Et du coup, raconte-nous qui est-elle. Elle a l'air intéressante, cette personne. Disons que qui est-elle? Je l'ai rencontrée en 2014. J'ai découvert Bangkok en 2008. Ça m'a cramé la gueule immédiatement. Et je me suis barré en 2018. Jusqu'à 2017, j'étais complètement accro. Voilà. Accro à quoi? Donc, accro aux nanas, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas que des tapas à Bangkok. C'était tous les jours, c'était perpétuel. C'est où qu'on aille, salon de massage régulier, voilà, classe. Tout d'un coup, une nana te saute dessus. Je m'en souviens une fois, un jour de pleine lune, tu te retrouves à piner une masseuse, une MILF, quoi, normale, qui au milieu de 10 mecs séparés par des rideaux. Tu vas à la pharmacie, tu te fais brancher à 8h du matin, c'est un bésodrome géant. J'ai mis la photo, j'ai mis la photo de la jeune fille à l'écran, comme ça on comprendra. Enfin, la jeune fille ou la MILF. Donc, elle est restée en arrière-plan pendant 4 ans. Je ne savais pas trop quoi en faire, en fait, honnêtement, parce qu'à Bangkok, tu restes avec personne. En fait, tu es avec tout le monde et avec personne. Et puis, j'ai pris la décision, j'ai reçu l'inspiration parce que j'avais 2019, dernier trimestre numéro 4, pour me barrer. Je savais que dès 2009, en fait, on m'a dit, en Thaïlande, tu as le droit de y rester jusqu'à 2019, mais après, tu te barres. Voilà, donc, pendant 10 ans, j'ai pu profiter pleinement de Bangkok parce que je savais qu'un jour, il allait falloir que je m'en aille. En 2019, j'avais comme signal qu'il y aurait une inversion de la courbe des taux avant, et c'était là où il fallait que je quitte la Thaïlande. Et l'inversion de la courbe des taux a eu lieu au 3e trimestre 2019. Quoi. Il n'y en a pas eu avant. Donc, c'est assez amusant. Et donc, quand la question était venue sur la table que je me barre à Panama, est-ce que j'embarque cette femme-là, cette taille ou pas? Et puis, elle a changé, elle a grimpé, elle a évolué à titre personnel, intérieur, suffisamment bien pour que je me dise, allez hop, on y va ensemble. Voilà. Et puis, elle a encore eu besoin de 3 ans de plus
Aujourd'hui, c'est une femme qui est super, mais il a fallu 7 ans pour qu'elle grimpe, voilà, et qu'elle devienne super. Et aujourd'hui, t'es encore avec elle ou t'es en couple? C'est quoi ta situation? Ouais, ouais, Ok. ouais, tu vois. Ouais, elle est là, Ok, super. dans l'appartement. Ouais. Et t'as des enfants? Non. Pourquoi elle est là? Parce que je me suis fait sauter mon compte YouTube ce matin, il faut quand même le préciser. J'ai pas le droit d'y accéder pendant 7 jours. Donc le sujet des femmes est un peu casse-gueule. Donc je vais juste me contenter de dire qu'elle est là parce qu'elle accepte l'idée qu'un homme est plus facile à tenir sur le long terme quand il a plusieurs femmes. Mhm. La vraie question qui m'intéresse, t'as des enfants ou pas? Non, j'ai 8 chats, 9 chats. Putain, il y a un truc avec les chats. J'ai un pote, pareil, qui a pas encore d'enfants, il a 10 chats, le mec. Et plein de nanas. 10 chats et plein de nanas. Bah, c'est beau les animaux, j'aime beaucoup. Mais là, quand j'ai une ferme, je vais mettre des chiens, des canards, des lapins, des machins. J'aime bien les animaux. On veut partout. En fait. Ça te manque pas de pas avoir d'enfants? Tu t'as pas des crises d'angoisse en te disant putain, mais qu'est-ce que je branle? J'ai rien fait de ma vie, j'ai pas d'enfants? Enfin, moi j'ai ces crises d'angoisse, hein, c'est pour ça que je les projette sur les autres. Alors non, j'ai pas de crise d'angoisse, aucune. Tu sais, quand tu connais ma situation. En fait, tiens, tu as dit quelque chose de sympa au début de cette vidéo. Je vais dire quelque chose de sympa à mon tour sur toi. Tu es le premier mec qui a employé le mot torture quand tu as perçu le bordel dans lequel j'étais. Depuis que je suis né, j'ai un trauma de naissance qui reboot chaque nuit ma naissance, entre 1h15 et entre 1h13 et 7h25 toutes les nuits de toute ma vie. Et tu as mis le mot torture. J'ai bien réfléchi, c'est le mot le plus parfait. Toi, j'ai fait 28 thérapeutes, bordel de mes couilles, chaman et tout ça, mais jamais personne n'avait employé ce mot torture. Et l'exact mot de ce que je vis chaque nuit, ça s'appelle la torture. C'est toi qui l'as trouvé. Voilà. Ok. Donc, comment veux-tu que j'ai une crise d'angoisse quand je suis torturé depuis le premier jour de ma vie, chaque nuit, pendant 7 heures, 6 heures? Je m'en branle, en fait, des enfants. Quand tu as un niveau comme ça je suis PTSD du premier jour de ma vie. Donc, je suis post-traumatique stress disorder. Donc, je suis PTSD depuis le premier jour. Avoir des enfants ou pas, mourir ou pas, c'est secondaire. Pour ceux qui ne comprennent pas, PTSD, c'est des syndromes post-traumatiques. C'est normalement ce que tu as quand tu reviens de la guerre et que tu as vu tes potes crever devant toi, ou que tu as été torturé, ou que tu as été menacé gravement. Ouais. Enfin, tu as des trucs en fait qui créent des parasites mentaux, des boucles qui reviennent dans la tête et qui prennent ton focus. Non, en fait, c'est une mémoire spéciale. C'est un disjoncteur. C'est le cerveau qui disjoncte et qui prend un souvenir qu'il ne peut pas gérer. Et qui va parce que j'ai tué militaire, donc maintenant tu fais des scans du crâne, et donc c'est une zone spéciale du cerveau dans laquelle le souvenir traumatique est sorti de la mémoire, de toutes les mémoires, pour le stocker dans une zone précise du cerveau qui est inatteignable par la pensée, inatteignable par les émotions. Et donc en fait cette zone elle est isolée et ça crée des perturbations. Et aujourd'hui les médecins savent pas traiter les militaires américains. Il faut savoir que 80% des pertes militaires américaines, c'est 80% de suicides après. L'armée américaine perd que 20% de ses soldats sur le terrain. Elle en perd 80% après, justement, avec ces mémoires qui sont inatteignables et qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. À part avec des médicaments, avec de l'alcool. Tu as 4 traumas, en fait. Tu as le trauma sexuel qui est le pire, c'est-à-dire quand le père nique sa fille, ou quand tonton met sa zigounette, ou même la mère qui astique son fils un peu trop souvent. C'est 10% des gens. Tu t'en remets jamais parce que l'enfant peut jamais pousser droit avec ce genre de trauma. Okay. C'est tout son rapport à la réalité qui est niqué à vie. Il n'y a pas moyen de le récupérer. Okay. Ensuite, tu as les traumas de danger, comme tu as dit, les traumas militaires ou ce que j'ai vécu. Donc, ceux-là non plus, tu ne peux pas les corriger. Et ensuite, tu as des traumas. Tu as 2 autres types de traumas. Par exemple, le Bataclan, qui est un trauma violent, mais c'est un trauma à l'âge adulte. Ça, ils arrivent à gérer, par exemple. Okay. Et tu as un autre type de trauma, je ne sais plus le 4e. Et voilà. Donc, il y a 2 types de traumas que tu peux corriger et 2 types de traumas que tu ne peux pas corriger. Donc, les traumas violents sur des gamins, ça ne se corrige pas, en gros. C'est le truc le pire, c'est encore pire que ce que j'ai. C'est-à-dire que quand la famille commence, il y a 10% en France, dans à peu près l'ensemble des pays, il faut quand même le savoir, 10% des enfants sont violés. Dans les pays occidentaux, 10% des enfants sont violés ou abusés, alors soit symboliquement, soit physiquement, mais après, ils ne peuvent plus jamais pousser droit, ils ne peuvent plus jamais se constituer une identité, ils sont complètement déréglés, et c'est encore pire qu'un PTSD militaire. C'est ce qu'il y a de pire. Pour moi, c'est le plus gros crime, c'est quand tu touches à l'innocence d'un enfant, quand tu l'empêches de pousser, de se construire,
Tu peux pas faire pire sur Terre. Je pense que c'est pour ça que, de manière universelle, tout le monde réagit de manière aussi hostile à la pédophilie. C'est pour ça que dans plein de pays, les pédophiles, quand ils sont en prison, ils se font buter par les autres prisonniers. Enfin, il y a une réaction instinctive des humains à ça qui est très hostile. Moi, c'est un sujet que j'ai jamais traité, parce qu'ayant fait 15 ans de porno, je trouve que, et n'ayant pas d'enfant aussi, j'ai une réputation qui est trop sale pour traiter le sujet, alors que j'ai un point de vue. Mon point de vue, c'est hostilité maximale pour les monstres qui sont dans ce délire-là, qui créent ce genre de traumatisme. Mais ouais, j'ai jamais abordé parce que je trouvais que j'avais pas une position assez clean pour me positionner là-dessus ou en parler plus que ça. L'innocence des enfants, c'est universel en fait. C'est comme l'innocence des animaux d'ailleurs. Le code source, pourquoi je m'entoure d'animaux? Parce qu'en fait, le code source animal, il est pas vérolé comme le nôtre. Humainement, il n'est pas pervers en fait. Les animaux sont dans le reptilien, donc il y a une certaine brutalité dans la survie sur Terre, mais ils sont propres. C'est-à-dire qu'ils déroulent leur code, et ils sont honnêtes par rapport à ce qu'ils sont. Il n'y a que l'être humain qui est pervers. Et là, l'enfant chez l'être humain, et qu'est-ce qui reste de beau? Il reste que l'innocence des enfants. Donc pour moi, c'est clair que je deviens assez agressif rapidement, ne serait-ce que quand je vois des parents déconner devant moi. J'ai arrêté un nombre maximal de relations quand je vois que mes propres amis, mes amis proches, déconnent avec les enfants. Je ne supporte pas. Je mets à la poubelle. On ne touche pas aux enfants, en fait. Je trouve qu'il faut être... C'est l'acte le plus dégradable pour un adulte que d'être con au point de bousiller l'innocence d'un enfant. Moi, j'accepte pas. Donc, j'ai arrêté, mais je ne sais pas combien de relations, quand j'étais témoin de choses qui étaient pour moi inacceptables. L'enfant, on n'y touche pas dans mon monde. On touche pas aux animaux, on touche pas aux enfants. Après, que les adultes... Mais je comprends la démarche. Soniqueur. C'est-à-dire, je dis aux Français qui restent en France, en restant là, vous soutenez le système par votre énergie humaine et par votre argent. Quand tu restes dans une relation avec un enculé, en fait, tu soutiens cet enculé juste par l'énergie humaine que tu investis dans la relation. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Et donc, en investissant là-dedans, tu valides ce que fait la personne. Ouais, clair. Je suis totalement d'accord. Mais je te dis, j'ai un long track record d'arrêt de relations amicales à cause des enfants. Je suis prêt à accepter plein de trucs, je suis prêt à négocier. Maintenant, j'ai un âge avancé, donc je suis prêt à négocier plein de choses sur plein de sujets, mais pas avec les enfants. Je ne négocie pas pour des enfants. Bon, ça se passera bien entre nous. J'essaierai d'être le meilleur père possible. C'est mon projet du moment. Bon, pour répondre à ta question, je ne fais pas d'enfant avec ma taille parce elle était enceinte il y a 2 ans et en fait, elle n'a pas envie d'un enfant. Et moi, je n'avais pas envie tout de suite. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je vais pas faire un enfant avec une autre femme. Ah ouais, non, mais si t'as pas de mère, pas d'enfant, ou si la nana est quittée, elle veut pas d'un enfant, c'est mort. C'est la pire connerie à faire, quoi. De faire des gosses avec une femme qui en veut pas. Ah mais moi, ma position, elle est pas très bien comprise. Mais moi, je considère que la relation amoureuse et la mère de ton enfant, il faut séparer. En fait. Ah non, mais on a la même position, Charles. Ça peut pas fonctionner à long terme. Donc en fait, honnêtement, je pense qu'il faut 3 femmes. Il y a la pondeuse, basiquement, il y a la pondeuse, il y a la baiseuse, et puis tu me demandais ce que c'était que cette taille pour moi. C'est, tu sais quoi, je suis un peu un père pour elle en fait. C'est une relation, mais pas dans le sens dégradable, dans le sens, on est 2 petits enfants innocents, et puis on chemine ensemble, voilà. J'entends, c'est une relation d'amant et d'amante. Même pas. Ah si, on baise, hein. C'était une sacrée baiseuse à Bangkok, ça c'est clair, et c'est moi qui devais dire non, parce que je ne suivais pas, mais non, c'est plus 2 enfants. Tu sais, j'ai un trauma de naissance, donc les gens qui arrivent à moi, ils sont tous orphelins. Moi, ma pattern de fond, c'est j'ai des femmes qui viennent à moi, elles sont orphelines la plupart du temps. C'est des enfants qui ont subi des chocs avant l'âge de 2 ans. Qui ont des trajectoires de vie spéciales. Ils sont très connectés aux sphères énergétiques, mais en même temps, il y a eu des chocs majeurs. Donc, à partir de là, il y a une innocence, puisqu'on a gardé la fraîcheur de l'enfance avant 2 ans. Elle est encore présente chez Home, qui s'appelle Home, et puis chez moi. Et donc, on est sur ce terrain-là. On n'est pas sur le terrain famille, on n'est pas sur le terrain couple, on n'est pas sur le terrain intellectuel. On est 2 gamins, et puis on profite de notre vie. Ok, je comprends. Donc vous allez baiser ensemble, vous aurez des activités de tourisme ensemble ou des moments de relaxation ensemble, en gros. Non, on fait pas de tourisme, ça m'intéresse pas le tourisme. Non, mais ce que j'appelle du tourisme, ça va être prendre une après-midi ensemble pour faire une petite activité sympathique, quoi.
Aller au bateau ensemble ou faire une balade ou une connerie, tu fais ça avec elle ou non? Non. Tu fais quoi avec? Non, je pars. Non, c'est des moments. Je connecte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont encore innocents sur cette terre. Les gens sont utilitaires, les gens sont massivement sales à l'intérieur. Elle est propre. Donc je connecte. Tu connectes comment, à part sexuellement? En passant du temps avec. Et tu fais quoi dans ce... On connecte. On passé, connecte avec les chats, parce qu'on connecte avec les plantes, on connecte avec... On lance plein d'arbres fruitiers, par exemple. On a lancé des milliers d'arbres fruitiers. On adore voir les choses pousser. Okay. On adore les chats. On adore des trucs simples. Donc elle s'occupe de tes chats et du jardin? Ouais. Ok. Ouais. Ok, je capte. Et pour ta stratégie d'avoir une pondeuse, une amante, quoi d'autre? En fait, il y a quoi? Il y a la baiseuse, il y a la pondeuse, il y a quoi d'autre? Pour moi, il faut la salope avec qui tu t'envoies en l'air. C'est la baiseuse. Toi, tu prends une bouteille de vin. Ouais, mais il faut une salope, quoi. Il faut une nana qui aime. Il y a 8 à 10% des femmes qui sont vraiment qui aiment ça, quoi. Il faut une nana qui aime ça, donc elles sont intenables. Ces nanas, elles zigzaguent dans tous les sens, elles sont un peu ravagées, donc celle-là, ça c'est quelques rendez-vous dans le mois, à coup de vin, de machin, on fait n'importe quoi. La baiseuse. Voilà. Donc ça, généralement, ça se passe dans un hôtel. Et ensuite, tu vas voir. Après, moi, Ensuite, il y a deux choix, la pondeuse. En fait. Et c'est qui la troisième? C'est celle que tu as? Il y a un mec sur Internet qui fait des expériences là-dedans, qui est très bon. Moi, je suis depuis 2 ans, et il s'appelle David Bond. C'est-à-dire qu'il fait de la polygamie. Il nous apporte une leçon de réflexion. C'est que tu peux enfermer des femmes dans une même maison qu'à condition qu'elles soient bi. Et c'est le grand chelem. Le high score d'un homme aujourd'hui, c'est d'arriver à se trouver 2 ou 3 bi dans un grand appart à 300-400 mètres carrés, et tout le monde s'occupe de tout le monde. Ça, c'est le high score, absolu. Je connais très peu de mecs qui ont réussi. Voilà, pour moi, c'est tout en haut de la chaîne. Après, j'ai pas l'expérience de ça, je sais pas, il y a peut-être des inconvénients, je ne sais pas. Mais après, dessous, il y a la polygamie classique, c'est-à-dire tu fais plusieurs maisons, les femmes ne se rencontrent jamais, elles sont complètement indépendantes. Donc pour moi, tu peux pas splitter ton emploi du temps en 3, il faut le splitter qu'en 2. Donc tu peux avoir que 2 femmes principales et tu vas splitter en 2 ton emploi du temps. Alors, et il faut que ça soit équilibré. Donc 2 femmes principales. Donc dedans, il y en a une qui va faire les enfants, par exemple, et puis l'autre qui va faire, je sais pas, ça peut être une artiste, ça peut être une enfant comme Home, ça peut être n'importe quel profil qui te fait plaisir, mais il faut absolument pas, il faut qu'elle soit différente en plus, il faut que tu trouves ton compte, il faut avoir des profils totalement qui se ressemblent pas du tout, sinon ça n'a aucun sens. Et en arrière-plan, il faut la salope baiseuse que tu vas tringler et faire n'importe quoi en picolant, en te mettant ta race pendant une nuit en mode sauvage, quoi. Ça, je pense que c'est le deuxième niveau sous le high score, c'est celui que je vais probablement mettre en place qui est en cours. Et puis dessous, il y a d'autres modèles qui sont plus classiques, mais qui explosent sur le long terme. Au-delà de 10 ans, on voit bien que personne n'y arrive. Moi, je surveille depuis 10 ans une liste de 400 mâles alpha. C'est-à-dire que depuis 10 ans, j'ai 400 mecs dans le sport, le cinéma, le business, etc. Je les traque. J'ai 12 ans, en fait. J'ai commencé même 15 ans. Mais personne. Il y en a 1% qui a réussi. Les 99%, ils n'ont pas tenu. À partir du moment où l'homme enferme dans une même maison 2 femmes, ou 3 femmes, ou 4 femmes, moi j'ai des gens qui ont fait ces expériences. Ça a tout le temps explosé, et j'ai discuté avec eux, ils m'ont toujours dit les seules femmes qui tiennent à peu près la pression, c'est les musulmanes, parce qu'elles sont culturellement dans le mou. Toutes les autres, j'ai des mecs qui ont vraiment poussé très loin le bouchon dans ce genre d'expérience. Ça a systématiquement explosé parce que la jalousie, il faut que pour moi, ça ne rentre même pas dans mon crâne d'enfermer 2 femmes dans la même maison, mais 2 femmes dans des maisons séparées, mais il y en a plein. En Asie, des Chinois en Chine, t'en as plein. T'en as qui ont 2, 3, 4 maisons, il y en a plein. Qui ont des enfants, des double vies qui tiennent 20 ans. Mais même en France, Michel Onfray, il a tenu 18 ans. Il y a plein d'hommes qui arrivent à... Il ne faut pas croire que les femmes sont contre. C'est ça, ça a été ma surprise et mon apprentissage. J'ai pas cette croyance. On nous explique. Mais je vais te donner ma stratégie. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je suis pas un garçon original, je réinvente pas la roue. La stratégie actuelle que je suis, c'est d'avoir une pondeuse, qui est mon épouse, et à côté,
d'avoir ma garçonnière ou d'aller dans des salons d'escorte, tout simplement, et de ne pas avoir d'amante. C'est-à-dire que les relations que j'ai avec d'autres femmes, c'est à chaque fois entre 40 minutes et 1h20 maximum. J'y vais pour baiser. Les meufs, elles ont même pas mon numéro. Sincèrement, ça m'intéresse pas de parler avec elles. Ça m'intéresse pas de savoir qui elles sont ou quoi. J'ai baisé plus de 500 prostituées. Donc au début, je discutais, mais là aujourd'hui, ça va. Tu vois, j'ai plus tellement la curiosité de connaître le passé incroyable de cette prostituée de plus. Et en vrai, les discussions que je vais avoir, c'est juste avec mon épouse parce que ça fait partie de mon investissement pour ma famille et pour mon foyer. Et le fait d'avoir un dîner avec une nana qui est hors de mon foyer et une discussion avec elle ou une activité de loisir avec une nana qui n'est pas mon épouse, je verrais ça à la fois comme une trahison pour mon épouse, parce qu'elle veut mon temps et mon attention pour ce genre de choses, et je verrais ça comme une perte de temps pour moi, parce que globalement, mon expérience fait que je ne suis pas tellement intéressé par la compagnie des femmes. Si je veux aller m'amuser avec des gens, je vais avec des mecs et je vais faire des sports extrêmes, je vais faire de la boxe, je vais rigoler parce que les hommes ont de l'humour, je vais discuter business parce que les hommes, ils ont de la ressource, et les femmes, je les baise et c'est tout, quoi. Et il y a certains mecs qui aiment la compagnie des femmes en soirée ou ce genre de trucs, c'est pas des trucs que je fais, je m'en branle, j'ai pas tellement besoin. Donc voilà, tradi. La majorité des hommes que je connais sont comme toi. Pour moi, c'est le troisième modèle en fait. Tu as la monogamie, il y a ton modèle, au-dessus il y a la polygamie long terme, c'est-à-dire à plus de 10 ans, et au-dessus il y a le délire bisexuel. J'ai des exemples de mecs qui a tenu comme ça plusieurs années. Ton modèle, c'est le modèle qui est généralisé en Occident depuis des siècles. Oui. C'est le modèle standard. C'est en fait le mec qui est pauvre, il fait monogame. Dès que tu as un statut de mâle un peu alpha, c'est-à-dire tu as du pognon, des machins, tu as le choix en fait, tu as le droit de choisir. Parce qu'en fait, le mec qui est pauvre, il peut pas choisir. Ouais. Donc dès que tu accèdes à certaines ressources financières, la société t'offre un choix. Et le modèle que tu as choisi, c'est le modèle que la majorité des mecs qui ont le choix choisissent. C'est-à-dire un ménage et ensuite une vie remplie. C'est du reste le modèle que j'ai fait à Bangkok. C'est-à-dire que j'avais ma taille et puis à côté, je vadrouillais dans tous les sens. Là, le modèle que je mets en place, il est différent parce que je suis plus vieux que toi. Ça compte. Bah, c'est aussi le fait que tu veuilles pas faire d'enfant. Je pense que c'est ça la plus grosse différence. Si, la deuxième qui arrive, c'est son objectif. Ah, ok, donc j'ai rien dit. Ah ouais, okay. Non, bien sûr, la deuxième qui arrive, ça va être la mère. Dans le groupe, ça va être la mère. Je vois. La russe. La russe, c'est non, la mais mère. Je vois peut-être la différence. Peut-être que toi, tu préfères que pour ta compagnie, tu vois, ta copine, femme-enfant, ou pour ta baise, tu es une seule partenaire à qui tu te sens bien. Et moi, j'ai un goût pour la chair fraîche et j'ai besoin de renouveler constamment. Je me fous même de baiser des demi-boutins tant que c'est des nouvelles meufs, en fait. J'aime ça, la nouveauté. Beaucoup. À Bangkok, j'ai vu que les mecs comme toi, ça peut te rassurer, j'ai vu que ça. Je pense que c'est classique, en fait. C'est la norme. Oui. C'est la norme. La plupart des hommes ont... Moi, j'ai pas ce besoin-là parce que je baise un peu différent du fait de mes spécificités. Je baise avec l'énergie. Donc, je développe les femmes de manière à les upgrader dans le monde de l'énergie pour après... Si tu veux, le souci que j'ai, c'est que quand tu baises avec de l'énergie, tu baises avec... tu as une extase que tu connais pas dans la baise dans le corps, en fait, reptilienne. Une espèce d'extase, une espèce d'orgasme qui dure 10-15 secondes, alors qu'un mec normal va planer 3-4 secondes. Donc, je suis un peu accro à ça, j'avoue. Donc, tu peux pas avoir de la chair fraîche. Si la femme, elle n'a pas un contact avec toi, elle va pas t'offrir ce genre d'orgasme. Donc, moi, je suis condamné à développer des relations moyen-long terme parce qu'une fois que j'ai ce que je veux, une fois que la nana, ça colle au niveau énergétique et émotionnel, j'ai ma cam, j'ai ma drogue. Ah, j'entends. Donc, du coup, je peux pas avoir de la chair fraîche. Donc, à Bangkok, par exemple, j'étais le seul dans tout mon entourage qui, tout le monde faisait comme toi. Hein. Ça, faut que tu te... J'en ai conscience. La terre entière... À Bangkok, je faisais comme ça. Et moi, en fait, les nanas, je faisais entre 3 et puis 15 nuits. Puis après, je faisais tourner. Je les consommais, 15 nuits. Donc, elle restait une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et j'avais une dizaine toujours de nanas circulaires, 15 nanas circulaires autour de moi. Puis je les voyais 1 fois ou 2 dans le mois. Mais il y avait le lien. Je peux pas baiser sans lien. Au début, si, les premières années à Bangkok, tu arrives, t'es tellement énervé, tu déglingues tout, mais rapidement, j'ai eu besoin de contact. Donc, j'étais coincé. Mais ton modèle, pour moi, c'est une échelle, mais c'est pas une échelle de valeur. Je pense que c'est plutôt une échelle de rareté. C'est-à-dire, le plus rare, c'est le mec qui arrive à se goupiller deux femmes billes dans sa baraque. C'est ce qu'il y a de plus rare. C'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir.
Ensuite, le truc le plus dur, c'est d'arriver à construire 2 relations long terme avec 2 femmes différentes, dans 2 maisons différentes. Encore une fois, en Asie, ça existe beaucoup. En Inde, en Chine, dans le monde musulman, on en voit souvent. Ça, c'est dur à faire à long terme, sans que ça pète. Et après, il y a ton modèle qui est vraiment le plus répandu, qui est plus accessible. Et pas que, c'est une histoire de stratégie. C'est-à-dire que le modèle avec 2 femmes bi, c'est un modèle qui est plus orienté pour la satisfaction de l'époux ou du chef de famille. Et le modèle que j'ai décidé de suivre, je pense qu'il est plus orienté pour satisfaire le père de famille. C'est-à-dire, le modèle avec une seule mère, je considère qu'il est plus stable pour la parentalité. Quant à 2 femmes bi qui partagent le rôle de mère, je suis pas sûr que ça soit meilleur qu'une seule mère qui fasse vraiment c'est le meilleur. boulot. Je suis la preuve vivante. Je suis vraiment... non, et pour l'enfant, c'est la tribu. Pour moi, les mecs qui avaient tout compris, c'est les Indiens d'Amérique. L'enfant appartenait à la tribu et il passait du temps avec toutes les familles de toute la tribu. J'arrive pas à y croire. Je passe mon... Ce truc-là, j'arrive pas à y croire. La majorité des gens qui viennent me voir ont des problèmes à cause de ce modèle. C'est-à-dire que quand une mère met la main sur son enfant, c'est terrible. Parce que l'enfant ne peut plus jamais en sortir. Pourquoi ? Parce que l'enfant imprime au plus profond de son cerveau reptilien que sa survie dépend de cette femme-là et qu'il va falloir qu'il lui fasse plaisir pour survivre. Et donc, du coup, pour sortir et évoluer, il n'y a pas moyen. Alors que si tu mets plusieurs mères, l'enfant tout de suite a la liberté, se détend, il n'est plus en mode survie reptilien par rapport aux besoins d'amour de sa mère. La liberté dépend de plusieurs femmes. Là, ça, c'est une certitude. Alors, bravo, parce donc que... Moi, je suis à fond derrière la tribu. Et en Thaïlande, ils sont élevés en tribu. C'est-à-dire que les enfants sont élevés par les grands-parents, les cousins, les oncles et tantes, pendant qu'il y a un membre de la famille qui travaille, qui turbine à Bangkok. Les Thaïlandais affrontent des conditions de vie tellement plus dures. J'ai passé 10 années de ma vie là-bas, tellement plus dures qu'en Occident. Ils sont tellement plus résilients. Il n'y a pas d'autre explication que cette tribu, cette famille élargie qui les élève. Parce que du coup, ils sont tellement plus solides. Mais j'ai vu tellement de femmes en Occident, elles seraient à l'hôpital psychiatrique à bouffer les médocs et les nanas être nées debout. C'est capital d'élever les enfants avec plusieurs. C'est capital que l'enfant puisse avoir plusieurs figures parentales. Alors là, capital. C'est un sujet qui me passionne et je vais te poser plus de questions dessus. Déjà, je te félicite parce que sur le sujet du sexe et de la parentalité, il n'y a personne qui m'influence, il n'y a personne qui me fait réfléchir. Là, tu viens de dire des trucs qui font que derrière, après notre interview, je vais aller gamberger tout seul. Ça n'arrive jamais. J'écoute Tougan en marketing, j'écoute certains mecs sur certains sujets spécifiques, mais dans ce sujet précis, j'écoute personne. Et là, je t'ai écouté et j'ai eu des questions existentielles qui sont venues dans mon esprit. Donc déjà, bravo pour ça. Et ensuite... je vais te dire à quelle question ça commence à répondre. J'avais une angoisse. Ma grande angoisse, c'est la dépendance, perte de la liberté. Et quand tu fais un enfant avec une femme, c'est une prise de risque énorme parce que cette femme sera la mère exclusive de l'enfant selon mon schéma. Et quand tu as un distributeur exclusif, quand une mère distribue la parentalité exclusivement à l'enfant, son bonheur dépend exclusivement de la qualité de distribution des soins de la mère. Et donc moi, en tant que père, je suis dépendant de la qualité de travail de la mère. Donc le gamin et moi-même, dans ce schéma, on est niqué, on n'a pas de pouvoir de négociation. Si la mère se met à faire de la merde, on va voir qui. Il y a quoi comme concurrence ? On est complètement enculé. Bon, je vois ton visage que tu comprends parfaitement ma problématique. Ouais. Et j'avais pas de réponse. J'étais en mode, ce risque-là, je suis obligé de le prendre. Et en fait, ça fait chier de prendre des risques pareils. Et ta réponse est non, fuck ce risque. Pourquoi tu deviendrais dépendant d'une distributrice exclusive de parentalité féminine ? Ouais. Prends 2 ou 3 mères. Et je suis là, putain, oh, il est tellement loin. 2 ou 3 mères, ou alors des oncles et tantes, ou alors des grands-parents. Moi, je viens d'un modèle grand-parent. Ma grand-mère a été extraordinaire pour moi. Il y a la mère de ma femme qui s'entend très bien avec mon épouse. Et pareil, c'est une nana qui est très bien, que je valide. Et qui va venir habiter avec nous dès qu'on a des enfants. En fait, je vais faire venir... C'est pas bon. Ah ouais ? C'est pas bon. Non, il faut que l'enfant, il ait d'autres univers. Il faut absolument sortir le job de l'homme, c'est de coller un cadre. C'est ce que je dis dans ma vidéo hier qui a sauté sur YouTube, mais le job de l'homme, c'est de coller un cadre à la femme, elle doit être encadrée. Donc la socialie mondiale pour contrôler l'homme a fait sauter ce cadre, donc les femmes sont à toute puissance. Ce qui est dramatique, il est impératif de sortir l'enfant du giron de la femme, de la toute puissance de la femme, et de le coller dans un autre univers sécurisé où il puisse découvrir qu'il y a d'autres sources d'amour possibles que sa mère et que finalement, il peut en avoir 1, 2, 3, 4. Et du coup, il va faire une espèce de portefeuille de risque et il va pouvoir croître. Il va être libre. Il va pas se trahir, se prostituer pour de l'amour comme font les hommes serpillères de l'Occident. Il va pas être dépendant de l'amour exclusif de sa mère. Voilà.
il va pouvoir s'élargir. Mais moi, je dois c'est tellement intéressant. à ma configuration d'enfance. Sans ma grand-mère, je serais soit en hôpital psychiatrique, soit en prison, soit déjà mort. Ma mère a été irrécupérable, mais ma grand-mère, c'était la polarité inverse. Elle m'a apporté les éléments. Et donc, je suis passé d'un univers à l'autre. Donc, à l'âge de 4 ans, j'ai les premiers souvenirs à l'âge de 4 ans où j'ai compris que ma mère était timbrée. Je n'en ai rien à branler. Donc, je l'ai déconnecté de ma source d'amour. Et puis, je sais que l'amour existe. J'ai ma grand-mère. Et j'aurais pu avoir d'autres sources. C'est super important, c'est les Indiens d'Amérique qui détiennent. Les Indiens d'Amérique avaient une profondeur et ils étaient connectés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas massacrés par la famille. L'enfant appartenait à la tribu. Et je pense que les enfants appartiennent à la race humaine et non pas à une femme. Et en l'occurrence, j'avais pas tellement cherché sur cette question parce que déjà, à titre personnel, j'ai une mère qui a été exemplaire, vraiment très bien équilibrée, aimante, attentive, qui a fait le boulot, tu vois. Et mon épouse actuelle, elle a un profil similaire. C'est une nana qui est très très forte pour prendre soin de sa famille. Mais il y a toujours un risque en fait. Il y a toujours un risque qu'il y ait une transformation hormonale pendant la grossesse ou un truc comme ça, que la nana elle pète un plomb. C'est une femme, c'est pas stable. Elle peut changer. Et donc si elle change, je fais quoi ? Je suis niqué, c'est tout ? J'ai tout misé sur un truc qui est pas stable. Donc comme tu dis. Non, tu changes pas. Non, comme tu dis. Tu changes pas, tu élargis l'enfant. Tu offres à l'enfant la possibilité de croître avec plusieurs personnes. Très intéressant, putain. Alors moi, je peux te donner un autre truc, si tu veux. Les centenaires, donc 10% des centenaires mondiaux sont situés à Okinawa, au Japon, ce qui est gigantissime, parce qu'Okinawa, je crois que tu as 1 million de personnes, et tu as 10% des centenaires. Et quand tu étudies les centenaires, alors les mecs qui s'astiquent le manche avec l'alimentation, le machin, mes couilles et toutes les conneries habituelles, mais ce qui a manqué dans les études, mais que j'ai fini par trouver, parce que je ne crois pas à l'astiquage de branlette des mecs normaux, c'est qu'en fait, les Okinawais ont 12 meilleurs amis. En France, en Europe, tu as 1 ou 2 meilleurs amis. Les Okinawais, en moyenne, 12 meilleurs amis. Qu'est-ce que c'est sinon que ce que je suis en train de te dire pour un enfant ? C'est-à-dire qu'ils ont une vie sociale énorme. On est des animaux sociaux, on a absolument besoin. C'est plus vital que la bouffe que d'avoir des liens affectifs qui nourrissent. C'est ce qui fait, c'est le marqueur de Harvard qui étudie depuis 70 ans les gens. C'est le plus gros secret de l'humanité, c'est qu'à 50 ans, en fonction de ta qualité affective de copain, on va pouvoir déterminer ton profil de maladie à 70 ou 80 balais. C'est la même chose à Okinawa, c'est la même chose pour les enfants. Si tu développes pas plein de sources d'amour différentes à chaque étape de ta vie, ça se passe mal, c'est garanti. C'est garanti par les statistiques, et là on parle de millions et de millions et de millions d'occurrences. Intéressant, je vais te poser une question très pragmatique sur ce sujet. Tu as un enfant, tu veux qu'il ait accès à plusieurs sources d'amour de haute qualité. Ma stratégie, c'était de trouver des coachs super compétents dans leur domaine. Et je considère qu'un coach, c'est un peu de l'amour qu'il offre. Enfin, il vend son amour. Donc, il vend de l'optimisation de performance sur son domaine de compétences. Il pousse le gamin à passer ses limites sans non plus se mettre en danger. Le gamin croira qu'il est en danger parce qu'un coach qui pousse, tu vois, te fout un petit peu en stress. Mais en même temps, il n'y a pas un danger de mort, il n'y a pas un danger de blessure, il n'y a pas un danger de trauma, comme on parlait, tu vois, des post-traumatiques syndromes. Et est-ce que pour toi c'est valable d'avoir des coachs qui soient assez proches de l'enfant, comme des ressources d'amour qui en plus sont monnayables, sont transformables, et que le gamin comprend que si un coach qui part en couille, on peut en parler et le changer ? Non, jamais je ferais ça. Ah bon ? Alors, il y a une expérience en Russie où ils ont testé sur des gamins dans les hôpitaux, des gamins où on leur donnait de l'attention, des gamins où on leur donnait pas de l'attention. Les salles où il y avait des gamins sans attention, ils sont tous morts. Il faut pas confondre les compétences, l'acquisition de compétences avec l'amour. C'est-à-dire que quand je te dis des besoins affectifs, c'est pas des besoins de coaching. Ensuite, je pense qu'un enfant ne nous appartient pas, c'est de l'énergie qui s'incarne dans un sac de chair. Et l'énergie, elle arrive avec... j'ai pas envie de parler de mission parce que c'est la spiritualité à 2 balles, mais disons que l'énergie a un programme qui va faire que le gamin, le mieux, c'est de le laisser pousser tout seul pour qu'il se découvre et non pas essayer d'intervenir. Je pense que c'est l'intervention, c'est du dressage. Je pense qu'à chaque fois qu'on intervient sur un enfant, on le déglingue. Je pense qu'il a une plante... Tu sais quoi, ok, je vais te raconter... J'ai toujours planté des ananas en les jetant par terre, en disant tu te démerdes mec, tu fais tes racines ou tu claques. Ça rend cinglé tout le monde.
même les mecs là dans ma ferme, ils arrivent, voient ça, ils me disent putain, mais creuse un trou, mais remets de la terre par-dessus pour que le pouce il ait une chance de vivre. Je dis non, mec, il a intelligence, putain, s'il a envie de vivre, il va faire ses racines. J'ai filmé, j'aurais montré, j'ai filmé sur un processus de 6 mois, je jette la nasse par terre, au bout de 3 mois, je le monte, il a commencé à se redresser un peu, au bout de 6 mois, il est droit. Un enfant, il n'a pas besoin de toi, il a besoin d'amour, mais il n'a pas besoin de toi pour les compétences. La vie va lui apporter, son énergie va lui apporter. Il faut lui donner justement la liberté de choix. Ma grand-mère, elle m'a apporté ça, la non-interventionnisme. Ma grand-mère... Ça, j'ai du mal à y croire, putain. Tu vois, moi, je suis très heureux d'avoir des coachs. Quand je veux apprendre un truc, là, j'apprends le cahier. T'es adulte. Ouais. T'es adulte. L'enfant, jusqu'à 15, laisse-lui le choix, jusqu'à 18 ans, de pousser avec de l'amour. Une fois qu'il aura confiance en lui, t'inquiète, l'âme va prendre le relais, elle va se mettre en route, elle va dire je veux ci, je veux ça, elle va lui attirer les bons gens, les machins, et puis s'il a besoin de toi en disant papa, je suis mauvais là-dedans, j'aimerais progresser, là tu lui dis écoute, dans la vie on progresse en prenant des coachs. Je suis totalement pour les coachs, mais c'est pour des adultes, c'est pas pour des enfants. J'adore les coachs. J'ai envie même de devenir coach. Là, c'est mon dernier run. Je réfléchis à faire un mastermind pour une vingtaine de personnes. Dès que je vais apprendre un truc, je me prends un coach et à chaque fois, je suis comme un dingue. J'adore ça, avoir des bons coachs. Mais t'as quel âge? J'ai 37. Mais voilà, t'as 40 piges. Ton enfant à 15 ans, lui, ce qu'il veut, c'est il se met à bander, il a envie de toucher des gros seins. Non, mais je comprends. Il a tout envie d'un coach avec des compétences. Mais il a envie de picoler, putain, là, il découvre tout. Il faut juste mettre des limites. Un enfant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils poussent sans limite. Donc, évidemment, tout le monde part en couille parce que les hommes deviennent des serpillères, les femmes sont toutes puissantes. Le rôle du père, c'est pas de donner des compétences, c'est de mettre la limite. C'est-à-dire, ça, c'est une éthique, de construire une éthique. C'est le rôle du père. Et plus aucun père, les gens, ils savent même pas ce que c'est que l'éthique. Ils ont même pas la notion de leur identité. Donc, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas quelle est l'éthique. Donc, les gens arrivent à l'âge adulte, ils ont pas de repère. C'est le père qui doit construire l'éthique. Mais les compétences, c'est ça qui est. On s'en branle, ça vaut rien. Je vais revenir sur le sujet du coach. Tu vois, quand t'es gosse, normalement, tu vas à l'école. Bon, si je suis dans un endroit sympa, par exemple, je suis en Russie, il y a des écoles très correctes en Russie. Des établissements où je serais content d'envoyer mes enfants. Mais, il y a certains trucs pour lesquels l'enfant peut avoir des profs privés. Je vois pas trop la différence entre un prof privé et un coach. Il faut que l'enfant te le demande. Donc, si pour faire un prof pour du piano, voilà. Mais si l'enfant ne te le demande pas, tu proposes pas. Ok. Ce qui est très dur. Ok, tu te demandes ce que j'ai appris avec ma taille depuis 8 ans, pourquoi elle est là. J'ai appris à faire pousser les gens. J'ai pris quelqu'un qui était une pépite, mais je l'ai ramassé dans un caniveau. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a doublé tout le monde. Et j'ai obtenu des résultats que jamais j'aurais attendu. J'avais même pas ça comme objectif. Et aujourd'hui, j'ai pas mal réfléchi à qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Pourquoi elle en est là, quoi. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai rien fait. J'ai juste fait le rôle du père, je l'ai regardé. En fait, tu sais ce qu'ils ont besoin, les gens? Ils ont besoin d'un regard et d'amour. Le père regarde et la mère envoie du jus, quoi. Envoie de l'amour. C'est tout. C'est facile de faire pousser les gens sans les détraquer. Et quand tu dis le père, quand tu dis tu regardes, pour moi, c'est dur de regarder. Tu vois, imaginons, mes gamins, ils font des trucs. Pour tout le monde. En vérité, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis en train de faire. Égoïste comme tout le monde. Et du coup, comment tu la regardes? Comment tu t'intéresses à ce qu'elle fait? Parce qu'il y a des lois universelles. Je suis connecté aux lois universelles et que la femme, alors là, on parle d'une femme, est face à son chaos émotionnel et qu'elle ne sait pas le gérer et que les hommes ne savent pas le gérer. Les hommes, ce qu'ils ont peur, c'est de dire non à une femme parce qu'après, ils sont face à une mère, grosso modo, et ils ont peur de pouvoir baiser. Et en fait, la femme a extrêmement peur d'elle-même et il y a des moments, en fait, elle vient interroger l'homme pour trouver la loi universelle, pour trouver un cadre. 99% des mecs que j'ai vu faire dans ces configurations-là, ils ratent complètement le coche et ils disent oui, alors qu'il faut dire non à cet instant précis. Et quand on dit non, la femme part en couille, elle tempête, elle fait ce qu'elle veut, mais une semaine ou deux plus tard, elle revient et dit merci. Elle dit « Ah putain, j'ai réfléchi, c'était vraiment une leçon que tu me dises non ». 99% des mecs vont dire oui. Alors moi, j'ai pas ce souci-là. C'est plus le souci de dire non en fait, tout le temps. Regardez, le wise, comment dire en français, putain. La sagesse, de dire oui ou non. Les femmes ont besoin de sagesse de l'homme. Les femmes sont pas sages, on le sait tous. C'est l'homme qui est sage sur Terre. Et donc les femmes ont besoin de la sagesse de l'homme et les hommes aujourd'hui sont pas sages. Moi, en fait, je suis un mec normal. J'ai aucun atout physique particulier. J'ai un peu plus de pognon que la moyenne, mais voilà. Mais par contre, je suis imbattable sur le cadre.
C'est la sécurité que j'offre, mais pas la sécurité matérielle, la sécurité par rapport à leur enfer, parce que les femmes sont dans un enfer émotionnel. Donc le regard, c'est le regard qui écoute avec attention et qui sait oui et qui sait avec sagesse quand il y a des rapages ou quand non, quand il y a besoin de se relever, quand il y a besoin d'une petite phrase. Je suis un père pour ma gonzesse en fait. Ok, j'entends. Vu les résultats que j'ai obtenus, je suis un père en fait pour elle. Je l'ai aidée à naître. Littéralement, j'ai aidé cette femme à naître et puis à prendre son envol. Donc à ton sens, avec les enfants, le rôle du père, ça serait d'écouter un petit peu, comprendre ce qu'ils font dans leur vie, ces gamins, et à un moment ou un autre, poser des limites en disant « Non, là, il y a une limite, ce truc-là, tu ne le fais pas. » Expliquer pourquoi. Oui, mais à condition d'être sage, c'est-à-dire à condition... La plupart des gens, en fait, ils sont normés, donc ils dupliquent le pays, ils dupliquent les médias, ils dupliquent le langage des élites, ils dupliquent le langage des femmes, non, mais parce que c'est ce qu'on leur a appris. Ça va pas être mon problème à moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Ouais. Et je pose déjà des limites dans mon foyer. C'est-à-dire j'ai du personnel de maison, j'ai mon épouse, tout le monde connaît les règles, ils ont même pas le droit de rentrer dans ma chambre comme ça, tu vois, ou de m'adresser la parole. Il y a une façon de s'adresser à moi. Enfin, il y a vraiment des limites dans mon territoire qui sont posées, qui sont claires, qui sont positives. Hein. Tout le monde sourit, tout le monde est de bonne humeur. Mais si quelqu'un... En fait, personne passe la limite parce qu'elles ont été exprimées clairement. C'est quoi, il y a des travaux chez toi, là? Non, je suis dans un shithole et tout est mal construit. Et là, il y a la porte de la terrasse de ma chambre qui claque avec le vent. Je suis dans les tropiques. C'est très joli, hein, mais tout est mal construit. Je suis désolé pour le bruit de merde. Pas de problème. Je te disais, mon problème, c'est que moi, je fous trop de limites, justement, et je ne donne pas assez d'attention. C'est surtout un arbitrage avec les libertés, les limites. C'est de la sagesse, tu peux pas, il n'y a pas de règle. La sagesse. Il faut trouver le compromis. Si tu mets trop de limites, c'est paradoxal la vie. Donc si tu mets trop de limites, tu détruis. Si tu mets pas assez de limites, tu détruis. Il faut trouver l'équilibre. Ouais. La sagesse, c'est justement de savoir doser. Alors tu me dis comment est-ce que je regarde les gens? Je dose. J'apprends à doser entre les polarités. Ouais, c'est sage comme réponse. C'est-à-dire que par moment, les gens sont trop extrêmes. En fait, tous les gens sont polarisés. De manière générale, du fait de ma configuration psychologique et émotionnelle et puis énergétique spéciale, la dualité, la polarité, c'est un langage, c'est comme une langue étrangère que tu dois apprendre à parler. Donc je la maîtrise, cette langue-là. Elle est très spéciale, c'est très paradoxal, c'est une drôle de pensée. Et les marchés financiers sont fantastiques pour l'apprendre. Je l'ai appris sur les marchés financiers quand j'avais 20 ans. Parce que les marchés financiers montent ou descendent, mais c'est jamais au 0 ou 100%. C'est toujours, quand ils vont monter, il y aura 55% d'arguments pour et 45% d'arguments contre. Donc tu vois bien que les choses, il y a des petits déséquilibres. Puis par moment, tu as des équilibres, ça monte à 70-30, mais c'est rare, ça dure pas. C'est de la sagesse, tu l'acquiers avec les marchés financiers. Ton cerveau, il est cassé. Les marchés financiers, c'est une usine à casser le mental. Au bout d'un moment, pour gérer le chaos des marchés, tu es obligé d'en sortir. Et donc ça, je l'ai appliqué à la vie perso. Ça fait une transition. Et on va parler un peu de crypto. C'est un sujet sur lequel je me suis passionné depuis 1 an et je me suis foutu à fond. Toi, je sais pas où t'en es, mais les dernières fois que je t'entendais parler de crypto, t'étais en mode « je fous pas 1 centime dans cette merde ». Je caricature ta pensée, mais j'aimerais connaître ta position là aujourd'hui, en août 2022, sur la crypto, et puis après on discute un peu. Alors, vu ce qui s'est passé sur la Russie, que je suis comme toi un petit peu impliqué avec la Russie, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans pouvoir bouger l'argent, ce qui a posé un problème massif. Donc, j'ai découvert que le Bitcoin était totalement utile en tant que monnaie universelle pour acheter et vendre et faire des transactions. Donc, j'ai fait peut-être $30 000 de transactions en 2022 via du BTC. Okay. Et j'ai compris que ça m'avait aidé à contourner une espèce de folie politique qui s'était emparée de la Terre cette année. On en a déjà parlé en privé, je sais que tu partages la même vision. La crypto est faite par le mal et ça va aboutir à la mise en esclavagisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut affirmer, parce que c'est publié, l'ONU a un projet 2030 qui consiste à gérer les humains comme Skynet dans Terminator via une intelligence artificielle et d'avoir une crypto unique mondiale sur laquelle ils prélèveraient bien sûr des impôts uniques mondiaux. Et si tu ouvres ta gueule, on te pique tes pognons en cliquant sur un bouton. Il n'y aurait plus qu'une banque centrale unique mondiale, il n'y aurait plus de banque privée. Et il faut comprendre que le projet européen nous aura appris quelque chose avec l'euro, c'est que si
les monnaies ne peuvent plus s'ajuster par rapport à la productivité des peuples. La seconde variable derrière la monnaie, c'est le salaire. Donc, on a vu, par exemple, les Espagnols passer de 1300 balles à 800 balles. On a vu les Grecs tomber à 600 balles. Et on a vu toute l'industrie quitter le sud de l'Europe pour aller en Allemagne. L'ajustement par les salaires, c'est l'assurance d'avoir une révolution mondiale dans les 3 à 5 ans derrière et qu'on va tous s'entretuer. Donc ça, je pense que c'est FNT mondial, c'est le projet de l'ONU, c'est publié. Donc la crypto, c'est leur outil pour dominer le monde avec un parti politique mondial, une espèce de caste oligarchique mondiale qui ferait ce qu'elle voudrait. Donc la crypto, la finalité de la crypto, c'est le mal. Pour moi, c'est le mal. Je pense qu'il vaut mieux un certain nombre de pays et cette diversité dont on parlait pour les enfants. Donc, je dis du mal de la crypto parce que la finalité, ça va très très mal se terminer pour nous tous. Moi, le premier. En 2030, voilà, il y a un agenda 2030 pour le WEF et un agenda 2030 pour l'ONU. Donc là, on a 7 ans. D'ici 7 ans, je ne sais pas ce qui va se passer pour les cryptos privées, mais je pense qu'elles seront annulées dans 7 ans puisqu'elles reposent sur la convertibilité avec le dollar, quand l'ONU aura son truc et qu'ils auront leur gouvernement mondial. D'ici là, c'est un projet de conquête des peuples pour les former et virer le cash de la terre. Donc il y a des gens qui ont fait des fortunes, super. D'ici là, moi, j'ai rien à foutre. J'avais déjà de l'argent quand ça a été lancé. J'ai raté le coche. J'ai suffisamment d'argent. Moi, mon objectif, c'est de gagner 500 000 à 1 million. Puis après, c'est fini. Je m'en branle un peu, en fait. Et que des gens aient gagné ou perdu avec les cryptos. Ils ont beaucoup gagné, puis maintenant, ils ont beaucoup perdu. C'est un marché financier. C'est le quotidien des marchés financiers et du business de manière générale. C'est cyclique. Pas trop d'opinion, en fait. Par contre, la finalité me fait vraiment très, très peur. C'est-à-dire qu'on va perdre nos libertés totales. On va se retrouver esclaves comme on l'a toujours été dans l'histoire de l'humanité, via ces cryptos, justement. C'est vrai qu'on en avait parlé en privé et que j'étais à peu près d'accord avec ce que tu viens de dire. Une petite illustration, il y a pas mal de films d'anticipation qui, à mon sens, sont bien sentis, où ils parlent de unit. Tu vois, c'est la monnaie, c'est des unités. Ouais. Et souvent, c'est des films même de science-fiction dans lesquels cette monnaie, donc ces unités, c'est pas juste une monnaie mondiale. L'univers entier, donc différentes galaxies dans l'univers utilisent les unités. Et ils se transfèrent des unités comme ça, ils sont là, je te transfère 1 milliard d'unités, je te transfère 300 000 unités. Dans plein de films, il y a ça. Et je pense que c'est pas délirant. Et je pense également que, à la conclusion, ça sera un outil ultra puissant d'asservissement et de contrôle des masses, évidemment. Partant de ce postulat, je me dis, je préfère en être. Même si c'est obscur. Et c'est là où toi tu disais non, moi c'est trop obscur, je touche pas à cette saloperie. Et moi je disais non, je préfère en être et contrôler un peu que subir cette merde. Et que être un des gars qui se le prend dans la gueule. Je préfère être un des gars qui est acteur de ce process qu'un gars qui est victime de ce process. Non, parce que je pense que la victime, ça sera dans 7 ans, ça sera pas dans 8 ans, ça sera pas maintenant. Aider à construire le flingue qui va servir tout le monde. Écoute, le truc, c'est que c'est les choix. Moi, à ton âge, par exemple, je n'aurais jamais dit ce que je vais te dire. Je pense qu'aujourd'hui, chaque geste compte. Ma grande phrase de Gladiator, tout ce qu'on fait à l'instant présent a un impact pour l'éternité. Mais comme je l'ai vu en moi, ce mécanisme fonctionner, maintenant j'y crois. Je ne croyais pas il y a 3 ans, je n'avais rien à branler il y a 3 ans. J'étais bien plus vieux que toi. Donc je pense que maintenant je le vois fonctionner, tout a un impact, tout compte, chaque geste compte. Tu travailles pour le mal, tu travailles pour le mal. C'est pas parce que machin truc, tu travailles pour le mal. Une facture sera obligatoirement présentée. Donc à partir du moment où tu prends conscience de ça, bah, tu dis quels sont mes choix, est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais pas le faire, t'as une espèce d'éthique à nouveau et de sagesse qui se met en place et tu t'arrêtes toi-même. Les cryptos aujourd'hui, les cryptos privées, je dis pas que c'est mal, je pense qu'elles vont disparaître tout simplement. Elles vont être butées par l'ONU et le pouvoir mondial. Moi, j'ai découvert, par exemple, que le BTC elle pouvait faire du bien, parce que ça a fait du bien dans des transactions qui avaient une finalité positive. Alors, on dit, ouais, ça sert pour les putes, la drogue, les armes, le machin. Bah ouais, mais ça sert aussi contre les politiciens qui asservissent le monde. Donc, pour l'instant, pour moi, les cryptos sont probablement neutres. Mais par contre, elles valent zéro à horizon 2030. Tôt ou tard, elles tomberont à zéro parce qu'elles seront butées par le système. Donc, faut quand même faut pas se dire, je vais investir à horizon 15 ans dans les cryptos. Là, c'est du suicide. Faut quand même avoir conscience. Mais à horizon 5 ans, faire du business, participer à développer. Bon, bah, tu travailles pour aider les élites à imposer leur projet mondial, mais je sais pas, tout est la manière de le faire. Si tu fais ça avec ton cœur, parce que, je sais pas, ça aide des choses. Ou alors, c'est ce que tu fais juste pour t'enrichir perso.
Il y a une question de responsabilité en permanence, chaque geste. Tout dépend comment tu le fais. Ouais, j'entends bien. Qu'est-ce que t'apportes aux gens? Est-ce que ça les fait grimper? Est-ce que ça les fait descendre? Ce qui me fascine, c'est je suis contacté, probablement comme toi, tout le temps. Les gens me font beaucoup de promesses. C'est bidon, quoi. Ils tiennent jamais leurs promesses. Jamais. Quelles promesses tu fais aux clients? Qu'est-ce que tu délivres? Ça coûte. C'est dangereux. Ça te revient toujours en pleine gueule, d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis, évidemment. Donc, moi, je considère que si tu es pauvre, tu as une famille à nourrir et que tu es dans la dèche, passer outre l'éthique, c'est normal. Tu prends ton fric, tu es obligé d'avoir du fric au départ, sinon la vie est infernale. Il y en a qui ne se trahissent pas même en étant pauvres et je trouve ça admirable et j'ai toujours beaucoup de respect pour les pauvres qui étaient nobles à l'intérieur. Passe toutes les semaines à aider des gens comme ça. Mais j'accepte totalement qu'un pauvre soit prêt à voler, mentir, faire des promesses parce qu'il a besoin de s'en sortir. La question, c'est quand tu atteins un certain niveau de pognon, il faut savoir s'arrêter. Parce que sinon, j'ai vu beaucoup de mecs, j'ai 48 ans, ça fait 30 ans que je suis dans la finance, j'ai vu beaucoup de mecs se faire attraper dans leur vie pour avoir été trop loin, je prends, et tu te fais rattraper. C'est dans tous les films, je parle pas de catholicisme et de toutes leurs conneries, mais c'est vraiment vrai, quoi. T'as une espèce de loi, quand tu prends trop, ça te revient dans la gueule, tôt ou tard. Et c'est pas que j'en ai peur de ce truc-là, tu vois, c'est pas que j'ai peur de la punition karmique ou de l'église ou de mes couilles. Je dis juste qu'il y a une certaine forme de sagesse sur Terre et la justesse, ça consiste à savoir à peu près équilibrer, savoir quand s'arrêter. Si tu passes les limites, ça te pètera à la gueule. Non, c'est une récurrence qu'on peut observer. Hein. C'est, quel que soit le jugement qu'on a là-dessus, si on a un peu d'expérience de vie, on voit que les types qui sont trop prédateurs ou qui vont trop loin dans la greediness, dans la cupidité, ils payent d'une manière ou d'une autre. Soit ils finissent en tôle, soit ils ont des vraies emmerdes, soit ils ont des problèmes qui a priori n'ont rien à voir avec leur activité et leur cupidité. Exactement. Mais en vrai, ils en ont tous des problèmes. Donc à un moment, il y a une récurrence. Je passe à la question suivante. Quelle est, selon toi, la manière dont la France va évoluer dans les 10 ans à venir? Ça, je vais skipper la question parce que je suis plus du tout français, honnêtement. Okay. C'est pas... Je rêve en anglais. 99% des informations que je consomme sont en anglais. J'ai pas mal de relations en anglais. Je parle la moitié de ma journée ou les 3/4 de ma journée en anglais. Je suis beaucoup plus anglo-saxon aujourd'hui. La France, j'ai divorcé, mais j'étais pas d'accord avec ce pays. J'ai divorcé, j'ai fait mon deuil en 2014-15, au bout de 3-4 ans. On est en 2022, c'est à 8 ans. Je pense que l'Europe va être le théâtre d'une opération marxiste majeure, terrible. Je pense jamais à la France, c'est ça qui est terrible. Mais ton audience est française, c'est pour ça que je te pose la question. Tu parles en français à des Français. Donc tu es connecté quelque part à la population française. Et c'est pareil pour moi, j'ai pas foutu les pieds en France depuis 10 ans, hein. Mais je suis connecté à la France par mon audience. L'audience que j'essaye de leur apporter des trucs universels, leur donner à bouffer de manière universelle. Je me laisse jamais aller justement. On me dit toujours, on va faire une interview d'Idriss Aberkane, il est super intelligent, tout ça. J'étais voir quelques vidéos de lui. Sérieusement, le mec est super intelligent. J'ai aucune attirance pour faire une interview avec lui, ou même s'il me demandait pourquoi, parce que lui est français, il parle de la France. J'ai regardé toutes ses vidéos, les sujets. J'ai pas réussi à rentrer dans une vidéo, parce que j'en ai à branler en fait. Les trucs thématiques français, la situation en France, les trucs collectifs français, j'en ai rien à branler, j'arrive pas à rentrer dans les contenus. Donc, ce serait prétentieux d'avoir une opinion. J'ai pas d'opinion en fait, je suis devenu totalement indifférent. Et quand je fais les vidéos pour les Français, j'ai une éthique à laquelle je m'astreins la plupart du temps. C'est d'essayer de. Alors, soit quand c'est des histoires de monnaie, c'est précis, parce que c'est mon dada, mais sinon, c'est d'essayer de parler de manière universelle. C'est pas. J'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Amérique latine, j'ai vécu en France, c'est équilibré, et je suis anglo-saxon de cœur. Donc, du coup, je bouffe à tous les râteliers, j'essaye de faire une synthèse de ce monde humain et non pas d'être étiqueté France et tout le bazar. Donc, non, je skippe là. Je n'ai pas d'opinion. Honnêtement, j'ai pas d'opinion. C'est même pas que je veux skipper, c'est que j'ai pas d'opinion. Ah, j'entends, c'est intéressant. Donc, sur ce point-là aussi, tu es encore au-delà de moi, ce qui est rare. Je suis un des rares expatriés français qui a déjà fait son deuil de la France. Et je pense que de ma vie, jamais plus je refoutrai les pieds sur le territoire parce que c'est une zone qui est dangereuse et qui n'a aucun intérêt. Il n'y a aucune opportunité à mon sens sur le territoire. Et toi, tu es au-delà, tu es en mode déconnecté. Tu me parles de quoi, la France? Je sais pas, c'est quoi ce truc? Enfin, genre divorcé, oublié, universel maintenant, déconnecté de ça. Oui, parce que
Et je reviens à l'histoire de ma grand-mère et de ma mère, c'est que je picore dans le monde ce qu'il y a de mieux dans différentes zones géographiques et puis j'essaye d'éviter les emmerdes. Ok. Je picore le monde. Donc la sagesse et la connaissance est essentiellement anglo-saxonne. Le monde entier qui a quelque chose à apporter au monde s'exprime en anglais. Donc le mec qui n'a pas compris ça, il n'a aucune chance. Donc il faut impérativement avoir un système d'information. Tout ce qui rentre dans le cerveau humain, à 99%, ça doit rentrer en langue anglaise de la part de cette connaissance. C'est fantastique. L'anglais canalise le génie humain. Je comprends. Après, les anglo-saxons, ils sont pas super pour d'autres trucs. Les latinos, ils sont... À ce compte-là, pourquoi ta chaîne, elle est en français et pas en anglais? Pourquoi ma chaîne, elle est en français et pas en anglais? Moi, je sais parce pourquoi que moi, je suis j'ai en un français. accent de merde. Moi, j'ai prévu de prendre des cours de phonétique parce que j'ai honte de mon accent anglais. Mon rêve, ça sera d'avoir une communauté en anglo-saxon. C'est mon rêve. J'entends. Non, mais pareil de mon côté, hein, j'ai tenté 2 ou 3 fois de faire des chaînes en anglais et j'ai pris un coach pour mieux parler en anglais. Donc, c'est moins pire qu'avant. Je parle un peu moins mal en anglais. Pourquoi tu rigoles? Et donc, je rigole parce que nous, en tant que Français, on peut pas prononcer espagnol. Les Arabes et les Espagnols prononcent dans le palais, alors que nous, en tant que Français, on est réfugiés dans la gorge. Donc, et pour l'anglais, j'imagine que je vais découvrir un même bordel. Je rigole parce que je sais maintenant de quoi il en retourne. C'est qu'on est tous confrontés à cette histoire je sais pas comment dire, de biologie de la langue, de biologie du son dans la bouche, quoi. Je suis tombé des nues. Ça fait 2 semaines que je sais ça. Je pense honnêtement que le challenge qu'on rencontre quand on crée du contenu en anglais, c'est pas tellement qu'on a un accent de merde et que ça rebute les gens qui nous écoutent. Je pense que la difficulté qu'on éprouve à articuler correctement en anglais et puis à générer des phrases qui ont de la gueule en anglais, à faire un peu d'humour ou alors à être un peu pertinent, et ben ça nous prend de la ressource mentale, ce qui fait qu'au final, on a un flow qui est moins énergétique et on est moins charismatique en anglais tout simplement. Moi en tout cas, je suis beaucoup moins charismatique en anglais qu'en français et ce truc-là réduit le côté spectaculaire des vidéos. Alors je sais que toi, t'es pas réfugié dans le spectaculaire, t'as pas de miniature sur tes vidéos YouTube, t'essayes pas de faire de l'humour spécialement, même si tu me fais rire, hein. Tu fais partie des rares mecs qui naturellement comme Tougan, vous êtes drôle. Juste par votre façon d'être au naturel, c'est comme ça. Parce qu'il y a un côté surprenant et rebelle, et c'est très proche de la mécanique de la comédie. Mais bon, bref, je pense qu'on a moins de charisme en anglais, tout simplement, et ce truc-là rend notre contenu assez indigeste en anglais. J'ai toujours pas trouvé comment casser ce mur et avoir un résultat. Mais je vais peut-être retenter, parce que ma croyance, c'est que cet hiver, il y aura des pénuries de nourriture et d'électricité en France, et que mon audience française me rapportera plus d'argent parce qu'ils seront focus sur des priorités du genre survivre, de s'acheter des boîtes de pâté, et que les placements crypto, algo trading que je propose habituellement, ils auront plus les moyens. Donc il va falloir que je reparle anglais. Moi, je ne vois pas le jeu de la même manière, mais c'est normal, tu l'auras compris. Moi, je me dis que l'anglo-saxon international, la langue internationale, c'est là où il y a l'excellence de l'humanité. Et en fait, j'ai un petit côté, j'ai downloadé des modèles, voilà, comme j'ai 48 ans de torture, évidemment, avec la souffrance vient également des choses exceptionnelles, puisque plus tu as mal, plus tu as des choses exceptionnelles. Donc j'ai des modèles que je sais qui valent, des modèles sur le marché financier, des modèles sur l'humain, j'ai des choses à partager. J'ai envie d'aller me confronter à l'audience anglo-saxonne pour montrer ce que j'ai downloadé au-dessus. Un petit côté compétition, un petit côté défi. Mais voilà, j'ai la barrière de la langue. J'ai pas la barrière pour m'exprimer, pour faire passer l'énergie, mais j'ai la barrière de la honte de mon accent. Quand je m'écoute, mais putain, je me dis, mais merde. Mais c'est pareil. Je suis à 2 ans de pouvoir faire du contenu en anglo-saxon avec cet accent français là, qui est dans la gorge. So please, for everyone to understand, just let's speak in English for the 5 next minutes so we will understand how bad it is. Never, it will never happen. Tu sais que je parle en anglais avec ma taille, on parle en anglais uniquement, donc je parle anglais, ne serait-ce que dans la vie privée. Ah, tu veux même pas parler anglais là? C'est à ce point-là? Never. Attends, j'ai fait un truc. Just with your never, I can hear that you're even worse than me. Never. T'as vraiment l'accent Frenchy, ouais. Et moi, c'est gravos aussi, hein. Je dis pas que c'est bon. Mais on pourra se chauffer, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à faire tes vidéos en anglais, ça va me chauffer et je retenterai pour la 4e fois d'aller me confronter au marché anglais. Et pourquoi pas, ou si c'est moi qui commence avant et je te dirais, bah tiens, regarde Charles, j'y vais, vas-y, motive-toi aussi, on y va. Tu sais, comme des mecs qui vont à la gym ensemble, ça peut aider à se motiver. Le marché anglais, le marché anglo-saxon est extrêmement compétitif. Il réclame un effort pour percer conséquent, probablement de 2 ou 3 ans.
il est terriblement... J'avoue. Beaucoup plus dur que le marché français. Ah oui, beaucoup plus dur, c'est clair. Et donc... Il y a un truc assez simple, hein, de toute façon. C'est comme n'importe quelle compétition sportive. Entre le niveau national et le niveau international, un champion du monde, ça vaut pas pareil qu'un champion régional. Donc réussir sur la scène médiatique en anglais, c'est évidemment beaucoup plus dur que réussir dans son petit pays en France. Alors, moi, je sais que, si tu veux, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux apporter aux anglo-saxons, que le marché français, par exemple, n'est peut-être pas mûr. Alors, j'ai eu un domaine d'excellence, c'est que je peux modéliser ce qui se passe dans le crâne des gens, là où ils vont tourner dans des boucles pendant 10 ans ou 20 ans. Pourquoi ? Parce que j'arrive à entendre l'écho énergétique derrière tout ce qui bouge dans un être humain. Et donc, du coup, j'ai modélisé ça via des modèles des marchés financiers. Et je pense que les riches, ce qui les intéresse, c'est d'accélérer le temps, en fait. Le temps, c'est la denrée la plus rare quand tu as du pognon. Yes. Et je sais comment faire gagner du temps à des gens riches. C'est-à-dire à leur éviter de tourner en rond et à prendre conscience des boucles, de manière à arrêter de reproduire les boucles. J'ai une connaissance des boucles humaines qui, je pense, que même sur le marché anglo-saxon, il y a très peu de concurrence sur ce domaine de compétences. Donc sur le temps qui passe. Intéressant. Je suis pas humain en fait, je suis extraterrestre sur le temps qui passe. Ok, pour moi, pour donner ordre d'idée, je sais pas si tu as vu Jason Bourne, le numéro 2, c'est le film il y a 15 ans, qui a changé ma vie en fait. J'ai pas vu, non, du coup j'irai voir. Jason dans le 2, parce que bon, le 1 est bien, le 3 ok, mais le 4 est pour moi naze, mais le 2 c'est là où ils ont fait un personnage. Tu sais, c'est les phrases « we don't do random »,« there is always objective, target ». Chaque phrase, chaque chose qui se passe dans mon crâne, j'ai un objectif. Il n'y a jamais rien qui se passe par hasard, il n'y a jamais rien qui est inutile. C'est 100% de toute l'activité cérébrale pendant 16 heures ou 18 heures quand je suis debout, 100% a un objectif, une target, et utilisé dans un cadre général de stratégie. Je pense que beaucoup de gens se laissent aller, sont dans le brouhaha, sont dans le flou, et ils perdent un temps monstrueux. Et donc, beaucoup de gens se demandent pourquoi j'ai autant de projets en cours, comment je fais, pourquoi je saute pas dans la tête. Tout simplement parce que j'ai contrôle de mon temps et de la concentration. Je pense que les riches, c'est ça qu'ils cherchent derrière toute chose, mais ils le savent pas qu'ils cherchent ça. Je pense que si j'allais sur le marché anglo-saxon, que je leur expliquais, voilà, à la fin, au lieu de faire tant de choses dans une vie de 40 ans, ils feront le double ou le triple avec mes modèles. Et je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de compétition et que je pourrais aller me battre là-dedans parce que le marché anglo-saxon, c'est la compète mondiale. Intéressant. Et pour illustrer, je suis pas sûr que tu pourras le faire, mais est-ce que tu peux me donner un exemple précis, par exemple, me dire comment tu me ferais gagner du temps à moi? Sauf s'il faut que tu collectes plein d'infos pour répondre, je comprendrai. C'est déjà, mais j'ai pas envie de le dire en public. Mais je sais déjà quel est ton souci et la déperdition, mais par respect pour toi, parce que c'est des choses qui sont pour moi intimes. Mais je sais que ça compte pour toi. Okay. Je ne le ferai pas. Je sais déjà où est ton réservoir de productivité, où je sais déjà depuis le départ. Ok. Ça s'affiche en moi. Je sais très bien. T'en as un peu parlé, c'est le contrôle. Ça, on peut en parler, mais la conséquence de tes patterns, c'est le contrôle. Tu as une déperdition énorme via le contrôle. Tu en as parlé 3-4 fois déjà dans cette interview, donc je peux au moins dire ça, mais je connais la source. Ok. C'est ma dépendance au besoin de contrôler tout ce qui m'entoure. Je sais que le réservoir de productivité, il est dans ce contrôle. C'est parce qu'en fait, la manière d'agir la plus rapide consiste à passer par le monde de l'énergie. Pour écouter ce qui descend du monde de l'énergie, la fluidité de l'énergie, tu es obligé de faire silence. Et pour ça, le plus gros problème des gens, c'est d'arriver à faire silence pour justement laisser l'espace énergétique descendre en soi et pouvoir utiliser le moteur énergétique. La plupart des gens sont incapables d'utiliser le moteur énergétique. Le problème, c'est qu'en face, il y a des chamans qui font de la branlette et de la psychologie à 2 balles. Et moi, je suis quand même à la base du trading et puis un entrepreneur qui va avoir des gens qui ont du pognon. Et je lui dis, mec, je vais pas te dire d'aller faire des prières ou toutes les conneries qu'ils te racontent ou prendre ta douche froide tous les matins ou ta morning routine comme ils font tous. Je vais pas te dire ça. On en a branlé, c'est pas ça qui compte. Je vais te tenir un langage d'entrepreneur, de trader, d'investisseur et je vais t'expliquer pourquoi il faut faire silence. Comment tu vas pouvoir décupler ce qui te passionne le plus. Alors que le mec, le chaman de base, il va venir vers toi, il va dire ah non, mais il faut que tu fasses silence, il faut que tu pries parce que Dieu, parce que machin, mes couilles. Et toi, tu vas le regarder, tu vas dire, dégage, avec ta robe, là, va prier dans ton temple et puis tu vas te branler, tu baiseras jamais de gonzesse. Je veux dire, on n'est pas compatibles, les deux mondes sont pas compatibles. Et moi, je suis la synthèse de ces deux mondes. C'est ça ma force. Si tu me dis, j'ai baisé 500 putes,
Je vais te comprendre, j'ai baisé des putes aussi, au moins une centaine. Si le mec il est dans son temple, dans sa robe tout orange, et puis qu'il t'écoute, il dit t'as baisé des putes, ça va pas le faire. Tous les riches baissent des putes, ont plusieurs femmes. Mais tous les milliardaires ont plusieurs femmes. Ça sort au fur et à mesure tout le monde a plusieurs femmes, tout le monde fait de la polygamie. Le mec, il est en son temple, il baisse pas, il est en train de te vendre une saucisse que t'as même pas. Si tu dis, je vais pas faire ce que t'es en train de faire, mais t'es en train de vivre, parce que ta vie à la fin, quand je la regarde, j'en veux pas. Comment veux-tu évoluer si tu vois que le mec, il donne des ressources pour devenir comme lui? Ça marche pas. Tu peux pas t'identifier. Donc, les mecs riches, je les connais. Ils veulent baiser, ils veulent s'amuser, ils veulent faire plus de pognon, plus de pouvoir. Voilà, ils veulent des trucs que je comprends. Après, j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, ils perdent. À ça, je comprends bien que tu veux apprendre de la part de quelqu'un qui a achieve une forme de vie qui t'intéresse. Et j'ai beau regarder, comme toi, tu vois, je regarde des mâles alpha, je les suis et j'essaye de voir où ils en sont et ce qu'ils font. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des mecs qui ont une vie que je souhaite. Alors, j'ai fabriqué ma vie sur mesure. Et autour de moi, il n'y a personne qui vit comme ça. Tu vois, des Français expatriés en Russie qui ont mon niveau de puissance, ou qui ont pris mon niveau de risque, ou qui ont vécu ce que j'ai vécu sur place, il y en a zéro. J'en connais aucun. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand je vois même Andrew Tate, tu vois forcément qui c'est, qui est un mec qui a beaucoup percé en ce moment, qui a un gros niveau de puissance, il sait se battre, il a des meufs, Très il a agressif. du pognon, très très agressif. Donc c'est un type auquel je peux m'identifier assez facilement. Mais même lui, le lifestyle qu'il a ne me fait pas rêver. Il fait des choses qui ne sont pas tellement mes plaisirs. Tu sais, il voyage, j'aime pas voyager. Il fait des soirées, j'aime pas faire des soirées. Il a des filles autour de lui, j'aime pas avoir des femmes autour de moi. Enfin, il y a plein de trucs, c'est pas du tout mon délire. Il adore les bagnoles de course, les fringues de marque et tout. J'ai pas de voiture, j'en veux pas. Les fringues, je m'en bats les couilles. Alors, je respecte son travail, sa vibe et tout. Mais c'est pareil, je veux pas aller le voir et comprendre comment avoir ta vie. Je veux pas de sa vie, sincèrement, tu vois. Et je trouve pas grand monde qui a une vie, ta vie non plus. Si demain j'ai ta vie, je vais être malheureux. Et ben, c'est pour ça que j'ai accepté de faire interview avec toi, parce que justement, tu te trahis pas pour ta trajectoire de vie, ce qui est assez rare. Beaucoup de gens en fait se trahissent au nom de la norme, et je pense que tu respectes ta trajectoire de vie. Je donne pas beaucoup d'interviews, tu dois être la 3e en 2 ou 3 ans. Je te remercie. Parce que tu respectes ta trajectoire de vie. Même si effectivement on fait pas les mêmes trajectoires de vie, mais quelque part on voit bien que l'un et l'autre on déconne pas avec la trajectoire de vie. Beaucoup de mecs le mec que tu as cité, je l'ai scanné, il est dans le mental, lui. Il est pas inspiré. Moi, c'est pas un mec qui m'attire, mais j'ai d'autres mecs qui sont beaucoup plus attirants et qui ont des trajectoires de vie beaucoup plus que je voudrais pas, mais qui sont respectables, et enfin qui sont uniques, qui sont belles, qui sont authentiques. Qui sont en harmonie avec leur identité. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais moi, c'est le temps qui passe. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à la fin, c'est le temps qui, plus que tout le pouvoir, le pognon, le machin, c'est le temps. Et la majorité des gens qui ont du pognon, qui ont de l'intelligence, qui ont des moyens, des coachs, des bidules, des trucs, ils n'ont pas conscience qu'ils perdent du temps, ils ne savent pas comment ils en perdent. Alors ils externalisent, ils ont un staff, un machin, ils y vont en bourrin, ils payent et tout. Ce que je fais. Mais il n'y a pas la courbe d'apprentissage par rapport au temps, mais par rapport à ce qui compte et par rapport à qui ils sont. Ça leur manque. Parce qu'ils n'ont pas les modèles, parce que il faut pouvoir se regarder, il faut pouvoir regarder un être humain comme si c'était du trading et des actions, et qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire ça. En fait. Ils vont perdre du temps à investir leur énergie dans une direction qui n'est pas en harmonie avec leur identité. Non, ils font des boucles. Ils font des boucles. Okay. Ils tournent. C'est-à-dire que les formes changent, mais c'est toujours la même boucle derrière. Ils voient pas le fond derrière la forme. En fait, les gens riches, leur principal problème, c'est qu'ils voient pas le fond derrière la forme. C'est-à-dire qu'ils font les mêmes boucles, donc ils changent les gonzesses, les bateaux, les lieux de vie, ils changent les paramètres. Mais en fait, la boucle, c'est toujours la même derrière. Et ils sont en prison. Et ils le sentent bien. Et donc, moi, ce que j'ai apporté à ces gens-là, c'est de leur faire regarder la prison. Et derrière, mec, t'as d'autres choix, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est quand un mec autour de moi, il me dit, il me fait sortir de ma prison, d'un cadre dans lequel je peux tourner. J'ai une petite phrase. Et là, ah oui, t'as raison. Ouais, merde. Et là, crac, tu sors du bordel. Ouais, comme tout à l'heure, quand tu m'as donné la phrase sur la mère qui doit pas être la distributrice exclusive de la parentalité. Tu l'as pas dit comme ça, mais là, putain, tu m'as sorti d'une boucle. Là, d'un coup, je dis, ah putain. Et ça m'a ouvert un champ de possibles. C'est perturbant, hein, honnêtement. Quand ça arrive, ce genre de truc, t'es là, je vais réfléchir du coup. Tu sais, t'as envie de t'isoler et de penser pendant une semaine ou deux. Alors, je vais te dire un secret, tiens. Je l'ai jamais dit publiquement. Moi, j'appelle ça l'effet waouh, celui que tu viens d'avoir.
Généralement, les gens qui me rencontrent, on en a systématiquement parce que c'est qui je suis en fait. Et donc, ils vont ah putain, j'ai pas eu un truc comme ça depuis un mois ou deux. Non, ça leur arrive entre 5 et 10 fois par an. Moi, en fait, j'en faisais tous les jours, un effet waouh. Je me couche pas tant que j'ai pas eu un effet waouh. Il faut vraiment un par jour. Et il y a eu une petite accélération en 2018. J'ai commencé à en faire 2 et je grillais. Mon cerveau grillait. Donc, je suis revenu à 1. Pendant 3 ans, je suis resté à 1. Et depuis 2 ans, je suis à 2 par jour. C'est-à-dire que je ne me couche pas tant que j'ai pas 2 trucs comme ça, tous les jours. Comme un mec accro. Et accro à l'effet waouh. C'est qui je suis, quoi. Et comment tu les as tout seul ou c'est au cours de discussion ou de recherche? Tout seul. Tout seul en pensant tout seul? Rien, genre t'es dans ta pensée? Ou alors tu fais des recherches mais sur non, Internet la matrice te communique. Mais non, la matrice te communique. La matrice te communique du matin au soir via des événements. C'est tout mon programme de stratégie de vie pro et perso est basé là-dessus. C'est-à-dire que via les événements, les occurrences de vie qui apparaissent toutes les heures, toutes les minutes, le monde de l'énergie te passe des messages. Mais comme les gens ne savent pas écouter, ils pensent qu'il y a du hasard partout, et ils ratent les messages. Donc en fait, il y a zéro hasard, il n'y a que du message. Tu vas observer des sensations, des signes, des pensées. Tu vas observer. Non, j'observe la distribution gaussienne. En théorie, la distribution gaussienne, tu as un certain. La distribution gaussienne de tout ce qui bouge, elle est à 2 écarts types, c'est normal. C'est quoi la distribution gaussienne? Je ne sais même pas ce que c'est. Si tu fais 100 tirages d'un événement, je sais pas, si tu vas acheter 100 fois du vin, peut-être que tu vas prendre ton scooter et puis 95 fois sur 100, ça va se passer normal et puis tu vas avoir 5 événements anormaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu vas acheter 300 fois du vin? Si tu vas acheter 30 fois du vin et tu as 10 événements anormaux sur 30 occurrences. Là, il y a un message. Le monde de l'énergie te communique via les excès, via des choses qui ont une probabilité qui est aberrante. Tu ne devrais pas être là. Par exemple, j'ai perdu 17 chats avant l'âge de 5 ans, dans 3 pays. Vous dites, mais non, mais c'est normal de perdre tes chats. Je dis, tu te fous de ma gueule, dans 3 pays différents, avant 5 ans, va me chercher quelqu'un qui a perdu 17 chats avant l'âge de 5 ans. Et donc, je dis, j'ai un problème avec une boucle de 5 ans. Et les mecs, après, ils commencent à réfléchir, mais ouais, quand même, 17 chats avant l'âge de 5 ans, ils sont tous morts de causes différentes, dans 3 pays différents, dans les conditions différentes. Là, tout d'un coup, ça commence à les gratter. C'est vrai que j'ai jamais entendu personne dire ça. Là, tu as un message. Ouais. Un jour, j'étais voir un chaman qui m'a sorti un truc. Je connaissais depuis 5 minutes, elle me sort un truc sur une pattern à 5 ans, dans une vie passée. Elle commence à m'expliquer, écoute, ce qui me vient en toi, et crac, c'était un pattern de 5 ans. Intéressant. Donc c'est un mécanisme pour observer des signes ou des messages. La distribution gaussienne, c'est-à-dire tout ce qui est à 3 ou 4 ou 5 écarts types. Moi, il m'arrive d'avoir des événements à 7, 8 écarts types. C'est une chance sur... Des fois, j'ai une chance sur 1 million. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as 2 événements dans ta vie? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je contrôle mes pensées, mais je contrôle le résultat dans la matière. Qu'est-ce qui se passe quand tu as, à 2 jours d'intervalle, une chance sur 1 million que ça arrive? Tu te grattes la tête, tu dis qu'est-ce que vous voulez me dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu essayes de comprendre. Et souvent, tu as tout le temps des réponses derrière ces événements-là. Ah, j'entends. Et j'ai souvent une phrase qui me vient en tête. Il m'arrive des trucs qui n'arrivent à personne d'autre, qu'on voit que dans des films généralement. Et à chaque fois que ça m'arrive, je me dis, forcément, ça m'arrive encore à moi. Je suis même plus surpris parce que à moi, ça m'arrive, quoi. C'est des trucs dont je parle pas sur YouTube, en privé, je t'en ai parlé de certains. Mais à chaque fois, c'est l'idée qui me vient en tête. Je suis même plus surpris, je suis là. Ouais. Et en même temps, je sais que j'ai un cycle qui fait que tout finit toujours bien pour moi. Donc, je suis pas trop en panique. Je fais pas, même si je fais face à la peur de la mort ou des peurs très, très profondes d'être enfermé ou ce genre de trucs, je me dis non, ça va aller. Je contiens mon émotion, on va dire. Je m'effondre pas. Mais à chaque fois, je me dis putain. Il y a un signe, il faut parce qu'il y a une leçon derrière que tu prends pas. Mais c'est ça. Et à chaque fois, la leçon, elle revient plus dure. Mon job, c'est ça. Mon job que je vais faire, parce que je pense que je vais faire un dernier projet, puis après, je vais partir, 2030 va arriver. Mon dernier job, ça va être de prendre des mecs comme toi, de taper, je sais pas, 30 000 balles à l'année ou de 50 000 balles et de te dire, tu vas arriver avec ton occurrence, et ça va me prendre 5 ou 10 minutes, et je vais te mettre l'occurrence. J'ai trouvé des trucs dans des mecs, ça faisait 20 ans qu'ils cherchaient. Et tout d'un coup, le mec arrive et en 20 minutes, 30 minutes, je lui mets sur la table ce qu'il y a derrière. Et tu me dis, oui, c'est une compétence dans mon anglo-saxon qui va se vendre. Ah, mais je confirme. Moi, je suis intéressé. Ça me parle.
évidemment. Le temps, comme tu l'as dit, c'est la denrée la plus précieuse. J'ai fait une formation sur le temps, c'est pas pour rien. Je suis un maniaque vraiment obsédé par le temps. Genre j'ai des routines de temps très précises. Je sais pas si tu es au courant, la manière dont je me lève, mes façons de gérer le contrôle. Le contrôle. Mais genre, je suis vraiment un maniaque. Tous les gens en société, ils m'en veulent parce que je vais pas en soirée, parce que quand je suis avec eux, ils passent un moment, on se détend et je suis le premier à me barrer. Tu vois, dès qu'il y a un rendez-vous avec des amis, je suis le premier à barrer parce que c'est l'heure. Tu vois, c'est l'heure et j'ai prévu autre chose et j'enchaîne. Enfin bref. Dernière question et on aura fait quasiment 2 heures d'interview. Merci beaucoup pour cette générosité parce que tu m'as donné beaucoup de choses utiles. Et, bon bref, pour 2030, tu veux parler un peu de ce que tu vois ou non, c'est pareil, tu veux pas en parler en public? Je sais pas, tu avais dit que tu as une dizaine de questions. 2030, c'est... De toute façon, on a un projet marxiste voilà, qui se déroule, on verra. Ça s'accélère petit à petit, ça se construit. La monnaie, les impôts, le gouvernement mondial, on va pas vers des belles choses. On va pas vers de la liberté, on va vers de l'esclavagisme. Je pense qu'un certain nombre de personnes, même dans ta communauté, en ont pleinement conscience. Oui. Tu m'as dit que tu avais une liste de questions. Peut-être qu'on peut les passer en revue un peu plus rapidement. Tu m'as dit que tu avais une dizaine de questions. On peut faire ça. Honnêtement, on est sorti de mes questions, ce qui me va parfaitement. Mes questions, c'est comme un filet de secours, je préfère improviser. Ce qui était important pour moi, c'était de passer 1 heure ou 2 avec toi et de discuter librement sur des sujets intéressants. Après, les questions sont juste un support, j'en ai rien à foutre de mes questions. Je pourrais les poser, mais là, 2030, ça m'intéresse plus que les questions que j'ai sous les yeux. 2030, ça t'intéresse? Non, c'est 2034 la date. Ok. Et du coup, il y a des choses que tu veux en dire ou... J'en ai déjà parlé pour une interview que j'ai donnée, comment il s'appelait, Pépitor. Tu as les réponses dedans. Il y a tous les programmes informatiques, 7 grands progrès de recherche mondiaux avec toutes les datas de la Terre. Il n'y en a pas un qui permet à l'humanité de passer 2035-2040. Il y a un effondrement des matières, par rapport aux matières premières, la population humaine, ça ne colle pas, ça s'effondre. Un effondrement du système global. Tous les ordinateurs sont d'accord. Moi, dans mon énergétique, depuis tout le temps, j'ai cette date de 2034 qui démarre, c'est-à-dire famine, virus, tout merdier, effondrement politique. Donc, quand tu vois que l'ONU veut faire une monnaie unique, la variable salaire va servir d'ajustement à la place de la variable monnaie. Tu comprends bien que les gens sont à l'intérieur. Notre civilisation arrive à sa fin. On va être témoin de quelque chose de millénaire. Je pense que depuis la Rome antique, on n'a pas vécu ce qu'on va vivre. On arrive en bout de cycle. Tous les ordinateurs prévoient la même chose. Le modèle d'Armstrong, la NASA, les mecs différents et variés, tout le monde est d'accord. Il y en a, comme dans Matrix, hein, l'humain s'est développé comme un virus sur Terre, on est trop nombreux, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, est-ce qu'on peut y couper ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est important. Je pense qu'on peut déjà voir dans les gens ceux qui vont survivre et ceux qui vont crever. Tu le vois déjà aujourd'hui en tête des gens. Ceux qui sont résignés, ils savent déjà que c'est foutu. Tu le vois dans leurs yeux. C'est comme un lion dans un zoo, quoi. Il y a l'éclat de la vie qui a disparu. Ça sonne plus derrière. Moi, quand je vois les mecs, je sais que c'est fini. Donc, à ces gens-là, je leur dis profitez. Surtout, faites pas de l'immobilier. Prenez votre fric, dépensez. Parce que le futur est horrible. Amusez-vous, baisez, faites tous vos rêves. Décommisez pas, épargnez pas, lâchez-vous, faites tout ce qui compte pour vous, parce que ça va arriver. Et les mecs qui savent, qui sniffent tout ça, ils sont déjà en train de se barrer, mais il y en a plein qui arrivent à Panama, il y en a plein, ils ont bien, ils sont connectés. Ah bon, évidemment. Et là, je te parle pas de spiritualité, hein, je te parle des plus grands ordinateurs de la planète qui ont fait ces recherches. Je te parle de Nathan Sellier en Angleterre, associé à Rothschild et compagnie, qui ont financé un projet. Je te parle de projets que tu peux retrouver dans archive.org. Je te parle de mecs costauds, qui ont été chercher toutes les datas possibles, imaginables, de tous les domaines, qui ont tout foutu dans un réseau de neurones et qui ont appuyé sur un bouton en disant qu'est-ce qui se passe dans le futur. Et la machine dit, tous les projets ont dit ça passe pas 2040. Et c'est chiant. Quand tu me dis, chiant, hein. Ouais, quand tu me dis ça, je te considère pas comme perché ni rien. Même si je suis d'une nature assez enjouée, j'ai une stratégie qui est plus pessimiste encore que la tienne.
je pense comme toi que ça va partir en couille, je sais pas à quelle date, et donc j'essaye de vivre comme si ça pouvait partir en couille dès demain. J'essaye en fait de me libérer de mes attentes pour ne pas être attaché émotionnellement à une stabilité mondiale trop longtemps. Et déjà être prêt psychologiquement à réagir de manière stable si y a des gros changements, des instabilités majeures, et qu'il faut que je sois stratégique, que je prenne des décisions rapides. Beaucoup de gens pensent que ça va s'effondrer avant. Moi, je pense pas. Je l'ai pas dans mes visions. J'ai plutôt l'arrivée du mal. C'est-à-dire que ça va empirer lentement pour torturer. Comme je suis un spécialiste de la torture, tu as trouvé le mot juste il y a un an. Je suis un spécialiste de la torture. Je pense que le mal veut torturer sur Terre. Et donc, je pense que ça va être une glissade vers du mal. Voilà, parce que c'est comme ça. Les gens sont masos, ils ont besoin d'un sadique. Et c'est la Terre, quoi. C'est le camp d'entraînement. Mais je pense pas que ça va s'effondrer. L'effondrement va arriver beaucoup plus tard. T'as pas besoin de moi. La trajectoire de vie, tu l'as déjà. Tu as ta propre trajectoire de vie et tu te trahis pas pour. Donc, fais ta trajectoire de vie. C'est pas ça que tu as à travailler. Ah ouais, non, mais de toute façon. Donc, si tu as envie de te préparer, prépare-toi. Mais il faut faire gaffe au contrôle. Tu contrôles un peu trop peut-être. Mais de toute façon, quand tu as du pognon, les trajectoires de vie sont uniques. Quand tu es pauvre, tu n'as pas le choix, donc ta trajectoire, elle est un peu déterminée. Quand tu as du fric, tu as ta liberté, donc après, tu vas aller chercher, tu vas faire des choix. Le seul truc qui va t'empêcher, c'est le regard des autres, le regard de la société et la norme. Alors moi, comme tu le sais, je ne l'écoute pas, je vais en abattre, donc je fais ce qui compte. Et c'est la plus grosse difficulté, je pense, des mecs qui ont du blé, c'est faire ce qui compte. Ils n'y arrivent pas. C'est de sortir des boucles. En fait, c'est accepter, c'est sortir des boucles, c'est ce qu'il y a de tout dur. C'est accepter qui on est, c'est super dur parce que sortir des boucles, tu as des boucles énergétiques, tu as des boucles de ta famille qui sont codées dans l'ADN, tu as des boucles de ta propre vie que tu as accumulées en tant qu'enfant. Tu as des boucles partout, bordel. C'est une putain de prison, c'est ça. C'est une putain de camp d'entraînement. C'est Navy Seals tous les jours de vivre sur cette putain de planète, sérieux. C'est des boucles partout. Donc, je pense que l'argent achète du temps et le temps c'est précieux et le but c'est d'accepter qui on est et c'est de sortir des boucles et petit à petit de se rapprocher des trucs qui comptent le plus. Et quand ça compte, ça nourrit quoi. Mais c'est à peu près ce que je me disais. Je me disais, au final, on a à peu près les mêmes prévisions, toi et moi. On n'a pas forcément les mêmes stratégies pour se préparer à ce qu'on a prédit. Et ce qui compte, c'est que notre stratégie, déjà elle fasse sens pour nous. Également que dans l'exécution, on prenne du plaisir, on se sente compétent, on se sente connecté, et que... On crée. Ouais, voilà. La création. Ouais, qu'on soit en harmonie avec notre process. Merci d'être resté tard pour l'interview, malgré le décalage horaire. Et j'honore ta trajectoire de vie libre. Je suis venu pour honorer ta trajectoire qui est libre de vie. Je trouve que les gens sur cette terre se trahissent pour des normes qui sont imposées, ils obéissent à des codes, qui ne savent pas qu'ils obéissent à des codes, et ils trahissent leur vie, leur temps de vie, et c'est précieux, et c'est dommage, et après ils trahissent également leurs enfants, et ça c'est inacceptable. Mais donc je sais que tu es quelqu'un, je suis venu pour ça, parce que je pense que je crois à la trajectoire de vie libre, après... tu l'incarnes, honnêtement, pareil, ta tu trajectoire... fais des cryptos, tu baisses des putes, tu as fait du porno... on pourrait me dire, t'as des mecs, machin. Je m'en branle, le mec, il est libre. C'est ça qui compte pour moi. Mais pareil pour toi, en fait. C'est pour ça que quand j'écoute tes vidéos, même si on a une façon de parler, on a une saveur qui est très différente, toi et moi, mais au final, moi, je connecte à ce truc-là aussi. Je t'entends parler et je me dis, ce type, il n'est pas sous l'influence de la pression sociale. Il dit ce qu'il veut. Il s'en bat les couilles, c'est une expression, mais ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il n'est pas l'esclave de la pression sociale. Il ne va pas être compliant dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'agir, pour plaire à des gens qui sont censés le valider. Non, il s'est auto-validé et puis voilà. Exactement, auto-validé. Et c'est une forme d'indépendance émotionnelle. Exactement. Moi, dans ma recherche d'indépendance émotionnelle, la limite que je touche, c'est que ma recherche et mon goût de la liberté me poussent à devenir dépendant du niveau de liberté que j'ai. C'est-à-dire que je suis presque fébrile quand une infime partie de ma liberté est restreinte. Et ça me terrorise. Ce qui fait que des fois, je ne fais pas de compromis et je ne suis pas dans l'équilibre. Et je pense que la maturité me poussera à concéder, de sacrifier une petite partie de ma liberté
pour être plus équilibré, justement? Pour faire silence. Ok. Ton contrôle empêche que ça descende. Je te dis pas pourquoi là en public, comme je t'ai dit, mais le contrôle empêche que ça descende. Faire silence, c'est-à-dire débrancher le contrôle. J'y arrive pas. Ta question devrait être comment je sais bien que tu n'y arrives pas, c'est pour ça que je t'en parle. Je sais bien que c'est ça dont tu as besoin. Ah, mais c'est vrai. Comment faire silence pour débrancher le contrôle de manière à ce que des formes d'intelligence non humaine, donc énergétique, puissent utiliser ce que tu es, c'est-à-dire tu es quand même au-dessus de la masse par tout ce que tu as fait, donc tu peux impacter le monde. Beaucoup de gens n'ont pas le pouvoir d'impacter le monde, mais puisque tu es dans le contrôle, ça ne peut pas descendre, donc ça marche pas encore ton bordel. Et faire silence, malheureusement, ça va être compliqué pour toi. Parce que il y a quelque chose que tu vas devoir considérer. Ah, silence, suspense. ça va gratter. Bah, tu vends bien le truc. gratter. On va discuter en public. Tu vas négocier tes 30K pour me révéler le truc que je dois gratter. Et on va discuter. Ça va piquer. Mais... Ça va piquer parce que ça tient, ça compte pour toi. Mais je suis persuadé que si tu fais silence, si tu arrives à faire de la place, tu vas recevoir ce qu'on appelle l'inspiration énergétique. Et ça va porter. T'as un moteur énergétique qui va faire que ça va impacter. Mais pour ça, il faut lâcher. Pour renoncer. Ok, bah... Je rigole. Je te contacterai en privé pour comprendre ce qui m'empêche de lâcher le contrôle. Et je sais bien, tu vois, les trucs qui permettent de transformer sont douloureux. Tougan, par exemple, il m'a libéré sur l'argent, il m'a fait passer certaines étapes, et pour y arriver, j'ai dû casser des murs qui me terrorisaient. Ça me faisait peur. Les conseils qu'il m'a donnés, je les comprenais, mais les appliquer me terrorisait. Je l'ai fait, mais j'ai eu peur, quoi. Alors, c'est très important ce que tu dis, parce que ça fait 20 ans que je fais de la vidéo, formation, 29 ans que je publie des contenus. J'ai jamais traité les news, j'ai toujours fait de la pédagogie. Enfin, la pédagogie ou la compréhension, du décryptage. Je pense que savoir, aujourd'hui, ça aide, mais si tu veux un résultat, très peu de gens sont capables d'exécuter un résultat via l'acquisition de connaissances. Je pense qu'il faut... Tu me disais à quoi ça sert? Pourquoi tu fais un regard sur ta meuf? Parce que c'est que le regard temps réel sur la pattern qui te permet d'avancer. Il n'y a pas moyen d'y couper. C'est-à-dire qu'après 29 ans, et ce que j'ai fait avec ma femme, Taille, c'est le regard temps réel qui te permet de connecter, de voir. Si tu le fais en différé, ça ne marche pas. Si tu donnes des connaissances, si tu apprends aux gens à faire quoi que ce soit, un principe, ça part dans le mental, c'est foutu. Ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est que tu chopes le mec en temps réel, en train de faire son truc, comme je fais là. Tu sais, je viens de le faire avec toi. Je t'ai chopé en temps réel plusieurs fois et je sais ce que je fais. Hier, j'ai un très très bon copain qui est à Bali, qui attendait cette interview. Il me dit, qui c'est? Je lui ai dit, je lui ai dit que j'allais faire ce que j'ai fait avec toi aujourd'hui. Je t'ai chopé en temps réel sur tes points que je voulais choper en temps réel pour toi. Je l'ai fait pour toi. Merci. Mais si tu ne chopes pas en temps réel, ça ne marche pas. Si je te fais une vidéo, ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ou je te donne une connaissance, ça ne marchera pas, tu ne le verras pas. Tu ne verras pas. Là, qu'est-ce que j'ai mis comme graine? J'ai mis comme graine en toi qu'il y a un truc qui est difficile à accepter qui fait que ça génère le contrôle. Donc là, tu vas gamberger, qu'est-ce que c'est et tout. Je ne te le dirai pas maintenant aujourd'hui. Même pas cette semaine. J'ai compris. Tu attendras le temps que ça dure. Mais par contre, je t'ai chopé en temps réel. Et donc, tu as vu ton contrôle que c'était lié à faire silence, à l'inspiration, à une autre manière de fonctionner. Ça, tu l'as vu. Mais parce qu'on a parlé. Donc, ma conclusion, c'est que je peux plus faire de formation aujourd'hui. Ça m'intéresse de moins en moins. Ce que je veux, c'est choper des mecs en temps réel. Parce que là, j'ai un levier. Là, après, l'effet waouh. Là, après, le mec, il change pour toujours. Et là, pour moi, c'est le pactole. C'est ma drogue. J'entends. On va finir là-dessus. Je te remercie. Je vais filer à la gym. Tu sais, mon contrôle, mon timing, mon emploi du temps. C'est un très bel fait. Très belle fait. Ça te donne raison. Je te fais une bise et je te remercie. Beaucoup de gratitude pour l'interview. Sincèrement, et de la part de ma communauté, ils seront absolument ravis de l'interview. Parfait. Je vous dis salut à tout le monde. Salut ciao, Charles. ciao. Bonne journée. Ciao.